Salut Jérém, Salut, ça va? et toi? Ça va, ça va. Jérémy, bonjour. Bonjour. Je te laisse te présenter Jérémy en attendant que tout le monde arrive. Alors, donc moi, je suis étudiant en STAPS, en licence 3 à Pass, donc à Marseille. Moi, je viens du milieu de l'athlétisme. Donc, du coup, je suis un sprinter. J'ai un petit passif de lanceur aussi. Et donc, j'entraîne des U12, des U16 en athlée. Et voilà, globalement, moi, mon projet après, ce serait de partir sur un master EOPS. Et, euh, et donc, pour l'instant, le projet est assez flou, mais au départ, c'était surtout pour rentrer dans le handisport, faire le lien à PASS EOPS. Mais j'ai quelques petites revues dans le projet. Ok. Salut Laurent, Salut Julien. ça va bien? Ça va impec, ouais. Laurent, je te laisse te présenter. On est Allez, pile poil aux présentations. ok. Moi, je suis donc Laurent Toselli, je suis préparateur mental et sophrologue et j'accompagne des athlètes, des entraîneurs, mais aussi des chefs d'entreprise dans la réalisation de leurs performances. Et je fais aussi de la formation et je développe une formation qui associe management, prépa mental et qui s'adresse principalement aux entraîneurs, aux managers, aux chefs d'entreprise. Voilà un peu Yes. la présentation succincte. Aussi, tu as été intervenant justement sur un podcast Secret d'entraîneur. C'est ça. Et Et on a un lundi, masterclass prévu. lundi, Ouais, je savais plus si c'était lundi ou mardi. Ok, lundi. lundi à 20h. Ouais. Voilà. Avant que je te laisse te présenter, Didier, je vous dis un truc important. Vers 20h20, je vais devoir vous laisser pendant 3 minutes parce que je me suis fait livrer une pizza au bureau et il faudra que j'aille la chercher. Ok, c'est un Voilà. bon argument. Didier, je te laisse te présenter. Oui, alors je vérifie bien mon son. Je trouvais que je vous entendais pas très très fort, mais ça a l'air d'aller. Ouais, on t'entend super bien. Enfin, en tout cas, moi, je t'entends très bien. Ouais, C'est ouais. presque le principal. Puisque si moi je m'entends pas, eh ben, c'est bien aussi, parce que des fois il y a un effet Larson et c'est vrai que c'est très désagréable. C'est vrai. Eh bien, quand on se présente, on redit un bonjour général, parce que j'avais fait un bonjour individuel, dans l'ordre Julien, Jérémy et puis Laurent. Puis bah, pour ceux qui vont nous écouter derrière. Alors Didier Rest, donc j'ai 40 ans depuis 7 ans. Hein. Voilà, je arrête de compter, moi, à partir de 40, et je rajoute un chiffre derrière. Une bonne technique. Maintenant, ça fait quand même longtemps que je suis dans le sport professionnel, je veux dire, en tant qu'éducateur sportif. Je commençais à 14 ans, moi, les sports, mais là, donc, ça va faire 24-25 ans que j'en vis. Je suis passé par, alors bon, bien sûr, par la filière STAPS, mais j'avais commencé par un diplôme jeunesse et sport. C'était l'ancien brevet d'État métier de la forme, celui qui mettait justement le seul qui, dans une carte pro, a le mot préparation physique. Si on veut faire de la polémique, eh bien, j'ai une carte pro, c'est marqué préparation physique et conditions physiques. Donc, c'était vraiment le brevet d'État puissant, mais avec une année de formation, donc finalement avec un niveau de sortie qui est quand même très faible. Donc, je me suis formé et je me forme toujours. D'ailleurs, cette année, je vais pas trop me vanter. Je passe deux diplômes normalement en même temps, un sur 2 ans et un sur trois, tout en ayant une école de formation qui forme les BPGEPS. Je suis encore sollicité pour des missions en préparation physique. J'ai coécrit des bouquins. Certains connaissent ou pas. De toute façon, ça se télécharge gratuitement sur des sites illégaux, hein, sans problème. Je dis même à mes étudiants comment faire pour télécharger des livres. Si mon éditeur m'entend, il me fout un procès aux fesses. Donc, j'ai coécrit la Bible de la préparation physique, mais j'avais écrit d'abord le premier bouquin. C'était un livre sur le foot. C'était en 2007 avec Alexandre Delal. On était 13 co-auteurs. J'avais fait la partie bioénergétique et musculation. Ça s'appelait comment? De l'entraînement à la performance chez Deboc en football. Ensuite, j'avais fait la première partie du grand livre de la musculation de Thierry Brodel. La Bible de la préparation physique a dû arriver plus tard. Après, il y en a eu d'autres. J'ai participé des fois un tout petit peu. Il a juste fait la préface et des fois, j'ai juste aidé. Et le dernier, je crois qu'il s'appelle Manuel ultime de musculation. J'ai du mal avec le titre. Pour être franc, je ne retiens jamais le titre. Hein, nous sommes 4 co-auteurs.
Voilà, mes missions, sinon, ont été principalement dans le football, quand même, dans le sport, pour une raison maintenant très simple, c'est que c'est principalement là qu'il y a l'argent et que j'ai plus l'âge de pouvoir juste faire une photo avec un mec qui me fait de la pub sur Instagram. Donc, il faut vivre de la préparation physique, hein. Comme quand vous avez juste mal au genou, vous payez 25 balles chez le médecin, même si vous repartez avec une crème, voire rien du tout. Mais vous avez payé 25 balles, parce qu'on vous dit c'est remboursé, mais vous avez quand même payé. Donc, évidemment, quand on est pro dans le sport, bah, on va là où c'est intéressant. Et le sport santé, mais forcément, m'intéresse parce que les cursus initiaux étaient préparation physique extrêmement large. Ça va donc forcément de la condition physique du sédentaire jusqu'à soi-disant l'athlète de haut niveau. Je dis soi-disant parce que dans les formations, on nous sort avec un niveau de sortie en disant que nous sommes des experts dans notre domaine, mais finalement, nous sommes des étudiants diplômés. Et forcément, comme je disais en rigolant, j'ai 40 ans plus 7 ans, ben, le sport santé m'intéresse depuis déjà longtemps. C'est-à-dire que l'introduction de tous mes diplômes maintenant, toutes mes formations, ça commence d'entrée d'ailleurs sur le sport santé, sur l'individu, hein, sur l'avantage de l'activité physique. Alors pour une raison simple, c'est pour justifier notre pratique et montrer qu'elle est importante. Ça va être presque facile à démontrer, hein. Je me doute bien que les gens qui vont se connecter ou écouter en sont convaincus. Maintenant, c'est les arguments que l'on donne, les méthodos qui peuvent aller avec. Parce que les pouvoirs publics, finalement, se sont beaucoup orientés santé, santé, nutrition dans un premier temps et en délaissant l'activité physique, on est en train de se rendre compte que c'était une très, très grave erreur et on commence à remettre l'activité physique en avant et je pense que ça va faire encore plus de bruit dans les 2-3 ans là, on y rajoutera même le sommeil. Bon voilà, en tout cas, si c'était pour la présentation, c'est une présentation, rapide. Quoi vous dire d'autre? Bah, si sur la présentation, aujourd'hui, je pratique quand même beaucoup d'activités physiques alors que je l'ai délaissé pendant 10 ans. J'enseignais, j'écrivais, j'entraînais, sans en faire moi-même. Alors ça s'explique assez bien quand vous êtes un sportif compétiteur, que vous ne faites plus de compétition, c'est vrai que vous perdez la motivation, pour le sport et ce qui m'a remotivé, c'est le côté activité physique, c'est de se dire: «Mais c'est fini la compétition et c'est pas grave, mais on peut pas être convaincu des bienfaits de l'activité physique et de ne pas en faire soi-même». Moi, j'ai dépassé 2 fois un IMC de 30. Je me suis même dit: «Mais comment j'ai pu arriver jusqu'ici?» Je faisais de la compétition à 67 kilos, à un moment donné, j'étais monté à 87. Bon là, c'est terminé. D'ailleurs, je suis redescendu, je plafonne entre 67 et 69 kilos si on raisonne que sur un poids, en fait, hein. Mais le physique n'est plus le même et je suis, à 1 entraînement par jour, voire des fois 2, et c'est pourtant sur du loisir santé. Alors j'ai aussi la chance de pouvoir manager mon emploi du temps et donc pouvoir m'entraîner 2 fois par jour. Parce que dans la discussion d'aujourd'hui, je me doute bien qu'il y a des gens qui peuvent avoir comme argument qu'ils ont pas le temps. Alors pour ça, on peut trouver des solutions et je peux entendre ne pas avoir le temps 1 à 3, 4 années de notre vie à un moment donné, mais il va falloir se prendre le temps de toute manière pour sa santé. Bon, présentation un petit peu longue, mais qui me permettait d'un petit peu introduire, la discussion de ce soir. Est-ce que Yes. c'est Je suis allé chercher ma pizza plus tôt que prévu. alors, Euh, ça veut dire qu'il va la manger devant nous? non, je vais la manger après quand même. Mais non, on mange ta pizza. Euh, sur quoi est-ce que tu veux commencer? Oh bah, alors, c'est vrai qu'on l'a fait un peu a cappella, c'est-à-dire que j'avais dit: «Est-ce qu'on se prépare un PowerPoint?» Tu m'as dit: «Non, non, personne ne fait ça». Donc je dis: OK». Donc je me suis dit: «Il va falloir que je me fasse une petite trame». Mais la trame va ressembler quand même grandement en général au cours que je fais et j'ai une diapo, moi, quand la première diapo que je mets, c'est la relation entre la capacité fixe, le VO2 max des gens, de la population et le taux de mortalité. C'est une étude qui était sortie en 2016, mais cette étude de 2016 de Ross et collaborateurs, parce qu'à force de la présenter, tu la connais, l'étude, elle reprenait une étude de 95. Donc en fait, moi je voulais partir sur on a fait un lien entre la qualité de vie, la mortalité et la condition physique, il y a déjà de longtemps. Et déjà en 95, ça avait été posé, mais bien bien posé, avec une étude sur 10 000 personnes. Depuis 95, il s'est passé des choses. Et moi, j'avais envie de mettre en avant que le truc à travailler chez les gens, c'est leur capacité physique, pour dire un mot simple à entendre, hein, et pour les plus experts, évidemment, les acteurs du sport, on va dire le VO2 max. Plus le VO2 max des gens est élevé, encore une fois, leur VO2 max, mieux c'est. Alors, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, parce que Jérémy fait de l'athlétisme. Si on fait un concours de VO2, parmi ces athlètes et puis qu'on constate, bah, qu'il y en a un qui a un très grand VO2 puis ça descend un petit peu, il y a un classement. Là, ça ne marche plus parce qu'on parle d'un pool de personnes qui ont de toute façon élevé leur propre VO2. Ce qui est important, c'est d'élever son propre VO2. Plus il sera important, meilleur ce sera. Alors là, on ne parle pas de petites corrélations, ce sont des grosses corrélations. Donc on est conscient qu'il faut vraiment, voilà,
élever le VO2 max des gens. Ce qu'il y a, c'est que quand vous allez chez le médecin, c'est pas un test de VO2 max qu'on vous fait faire, hein. On écoute votre cœur, on prend un petit peu votre tension artérielle, on pose 2-3 questions et puis, avec ça, on a estimé une santé. S'il y a un souci, on fait une prise de sang et on regarde quelques paramètres. Si des paramètres sont douteux, on regarde les paramètres les plus classiques. La réalité, bien sûr qu'elle est infaisable. Ce serait de faire des tests de VO2 max ou d'avoir la condition physique de tout le monde. Voilà, parce qu'on a un outil prédicteur, encore une fois, de qualité de vie, de longévité qui est très fort. Donc moi, je voulais partir un petit peu d'abord sur l'entrée du VO2 et j'ai envie de dire et populace, dont je m'inclus, hein, je m'inclus dans la populace, hein, je ne m'inclus plus du tout dans les sportifs, compétiteurs, ni quoi que ce soit. Après, on pourra partir dans vos questions, on pourra parler de la musculation dans le cadre aussi de la santé, on pourra parler des différents publics parce que tout public est concerné. Là, ça va de l'enfant en fait au senior. Je parle bien du senior définition, les 50 ans et jusqu'à la fin. Ça veut dire que je me rapproche dangereusement de ce public-là. Comme me l'a rappelé gentiment une fois un étudiant à la fac, quand je faisais le cours sur les seniors, il me dit: «Eh mais monsieur, c'est bientôt pour vous ça?» Bon bah, du coup, il a redoublé. Je me doutais bien. Mais on rigole et le pire, quand il a dit ça, je me dis: «Ah, en fait, c'était vrai rigolo quand même». C'était rigolo, je me dis: «En fait, c'est vrai. Je suis bientôt un senior». Je dis: «Oh la vache, je vais commencer à attaquer le 50 ans». Hein, parce que là, chez un humain, le pic de tout, c'est 25 ans. Hein. C'est-à-dire que c'est à 5 ans, c'est à 25 ans que vos reins filtrent le plus, j'ai compacté filtre et reins, que vos reins filtrent le plus d'eau, la testostérone quasiment est à fond. Enfin, 25 ans, c'est le pic physiologique en fait. Hein. À partir de là, c'est pas une dégringolade, mais on est parti sur un vrai vieillissement. Donc 50 ans, c'est le double. Et on n'est pas 2 fois meilleur. Mais arrêtez de vous Tu es deux marrer, fois ça me pire. fout les boules. Est-ce que tu es 2 fois pire? Alors, et non, voilà, c'est ce que j'allais dire. Heureusement, on n'est pas 2 fois pire, parce que là, ce serait terrible. Et bien sûr, l'activité physique change la donne, parce que les bouquins de physio, et en général, prennent la population classique, non sportive, et on a effectivement des graphiques bah, après, qui vont descendre, puis après qui peuvent changer. Par exemple, chez les femmes, la ménopause fera une cassure à un moment donné. Mais bien sûr que l'activité physique gomme tout. Après, ne rêvons pas. On va pas se maintenir comme des fous, bien que j'ai lu une étude, je n'ai pas réussi à remettre la main dessus. Si vous saviez le nombre, je parle en heures, hein, d'heures que j'ai passé à essayer de retrouver cette phrase, elle m'avait tellement plu. C'était marqué que si l'on ne lâchait jamais, le sport de haut niveau, la performance pouvait se maintenir jusqu'à 51 ans. En fait, dans quasiment tous les domaines. Je trouvais ça génial. J'ai dit: «Ah ouais, il y a un espoir». Alors attention, il ne faut pas partir du principe que vous avez arrêté 15 ans, vous allez redevenir aussi bon. Non, ça voudrait dire que vous avez 20 ans, vous êtes sur votre lancée, vous ne lâchez pas, vous ne lâchez pas. Vous ne pourriez peut-être maintenir jusqu'à 51 ans, mais malgré tout, à 51 ans, une première cassure arrivait, à 60, une deuxième, et à 70, c'est la très grosse cassure. Parce que, de toute façon, selon les pays, on va dire, je vais arrondir à 79-80, un homme, sa vie jusqu'à 80 ans, et puis une femme jusqu'à 85. Donc on se doute bien qu'on ne va pas maintenir une performance dans tous les domaines jusqu'à 85 ans. À un moment donné, ça sent le sapin, cette histoire, ce qui est normal. Et selon les pays, ça sent le sapin plus ou moins tôt. Et le pire d'ailleurs, si je donne un argument maintenant, c'est que j'aime bien quand on parle de l'espérance de vie, qu'on me dit: «Ah mais on vit jusqu'à 79-80 ans». Non, bah, pas toi, ton père ou ton grand-père, mais pas toi. Notre génération, là, on ne sait pas jusqu'à quel âge on va vivre et en plus, c'est pas si bien parti que ça, en fait, d'un point de vue, statistique là. J'avais une étude de 1971 à 1991 qui faisait un petit peu non 2011. 2011, qui faisait le bilan à un moment donné, des enfants. Puis Sébastien, je ne sais pas si il a pu parler de tout en fait hier, montrant en fait une baisse de justement de ce VO2, hein, de 25. C'est énorme pour les gamins, c'est énorme. Alors là, comment c'est possible? Bah, c'est hyper simple, plus de 4 heures et demie en fait, devant un écran par jour et moins de 20 minutes de sport. Bon voilà, c'est réglé et c'est vrai que moi-même étant jeune, vu mon âge, bah, non, ça correspond pas à mes stats et enfin mes stats. Bien qu'il y avait la 1, la 2 et la 3, mais quand il y avait les dessins animés, on arrivait à y passer du temps, hein. Parce que je me rappelle que je restais devant Candy, que ça me foutait les boules, pour pouvoir voir derrière Albator, pour pouvoir voir Goldorak, hein. Mais j'attendais toute la fin de Candy et j'étais pressé, tu vois? Donc je me tapais quand même l'épisode de Candy. Je restais devant, je restais assis. Et justement, cette évolution de la VO2, est-ce que la génération qui est aujourd'hui, donc depuis 2011,
Il y a quand même plus de 10 ans qui se sont passés, pas mal de choses qui ont été créées depuis dans le numérique. Est-ce que ça s'est pas empiré? Non, mais, pour l'instant, de toute façon, presque tout s'empire. Je me souviens de la seule chose positive à une époque, c'était en 2006, ça avait fait du bruit en France, c'était stabilisation de la montée de l'obésité. Genre, waouh, ça ne monte plus, ça stagne. Ouais, si vous inquiétez pas, c'est reparti. Non, en fait, que ça monte ou que ça descende, pour l'instant, il n'y a rien qui va en mieux sur la qualité de vie de tous les publics, j'aurais envie de dire. Peu importe les paramètres, on arrive à faire baisser le nombre de fumeurs, hein, mais il y a de plus en plus de sédentarité. Alors, sédentarité dans le sens, parce qu'on est tous sédentaires, on ne vit pas dans les caravanes, nous ne sommes pas des nomades, mais dans le sens de sédentarité vraiment assis, hein, on parle de assis, qui est un problème parce qu'on en arrive même à différencier aujourd'hui dans les publications le public assis, actif physiquement, du assis qui est vraiment inactif physiquement. On arrive à voir que même des fois assis avec une activité physique, ça ne compense pas entièrement le fait d'être assis comme ça plus de 7 heures par jour. Et c'est facile d'être assis plus de 7 heures par jour. C'est très, très facile par rapport à différentes professions, par rapport aux étudiants. Et si on raisonne par rapport aux gamins, mais on les laisse assis, en fait. Alors, c'est normal. Là, ça se discute, d'ailleurs. D'ailleurs, ça se discute. Est-ce que c'est vraiment si normal que ça? On va dire, non, ce qui est normal, c'est que c'est habituel. Moi-même, j'ai été voilà, primaire, collège, lycée, après fac. On est assis, donc bah oui, tout le monde fait ça. Ça ne veut pas dire que ça correspond à notre génome, d'ailleurs, à nos gènes, C'est vrai. puisque c'est ça qui a été bien démontré. Hein, les gènes, que l'on a sont les mêmes que ceux qu'il y avait il y a 2000 ans ou 4000 ans. C'est-à-dire que si on pouvait avoir une machine à voyager dans le temps, on trouve une femme il y a 4000 ans, ouais, elle sera peut-être, moins à nos goûts, mais elle est féconde, hein. Je veux dire, on est interfécond avec elle. Non, féconde dans le bon sens, hein, parce que là, je vais avoir toutes les féministes sur le dos. Hein, non merci, hein, je veux dire, on peut se reproduire en fait à ce moment-là sans problème. On a les gènes qui sont totalement compatibles et donc que disent ces gènes? Bah, qu'ils s'expriment avec le mouvement, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'il y a des contractions musculaires qui sont importantes, chaque contraction musculaire envoie une information au noyau de la cellule et derrière, ça envoie en fait, bon, bah, principalement des messagers qui sont au rôle de 600. C'était un petit peu la petite révolution de ces 15 dernières années dans le domaine de la physio, de l'exercice, c'est que le muscle et le principal organe endocrine du corps, c'est-à-dire qu'il sécrète des hormones, 600. C'est six, enfin, voilà. Enfin, moi, quand j'ai découvert ça, on était à 300. Donc, je suivais les publications. Je me suis dit, waouh, il y a 300 hormones différentes. J'ai suivi le truc. Aujourd'hui, on est à 600. Donc, on sait que quand vous bougez avec des contractions musculaires importantes, enfin, nous bougeons, c'est jusqu'à 600 messagers qui sont envoyés. Dans les 600 messagers, vous avez des messagers liés au transport de l'oxygène, d'autres aux améliorations de la structure du corps, d'autres sur le bien-être, c'est d'autres sur le métabolisme. C'est juste incroyable. On a réussi à comprendre pourquoi, quand on bouge, on est en meilleure santé. On l'a toujours su. On avait des arguments un petit peu, bon, bah, c'est bon pour le cœur, parce que le cœur, du coup, il est actif, boum, boum, boum. Je me rappelle même de mecs qui étaient là, boum, 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 hein, pour expliquer. Sur 9 ans d'études, le médecin était là, bah, boum, 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 le cœur comme ça, il est musclé, transporte le sang. Voilà, le sport, c'est bon pour la santé. Alors, c'est un peu plus complexe. C'est 600 messagers différents, certains qui viennent pour les os, certains qui viennent pour la peau, certains qui vont pour les neurones, certains qui vont pour les reins, certains qui vont pour le système immunitaire. C'est juste violent. Ça veut dire que si vous ne bougez pas, vous ne sécrétez pas toutes ces molécules et au bout d'un moment, ça va de 20 ans jusqu'à 35 ans, mais on commence déjà à avoir des baisses qui sont importantes. Et dans notre société, ça m'avait marqué il y a quelque temps. On sait que ce sont les 60-65 qui chutent assez facilement parce qu'avec le manque d'activité physique, il y a une perte de la masse musculaire, hein, qu'on appelle une sarcopénie, si on veut mettre un petit terme dessus. Et ben aujourd'hui, et ça me fout les boules, parce que moi j'en ai 47, donc ce qu'on appelle un shooter, c'est quelqu'un de 45 ans. Donc c'est mes potes. Car un shooter, c'est un mec de 45 ans. Comment c'est possible? Ils sont tellement déconditionnés, mais ça se justifie parce que finalement, c'est mon entourage proche, c'est-à-dire des gens avec qui j'étais, au lycée. Je le vois, je le constate et donc c'est vrai. On a des gens qui aujourd'hui, s'ils chutent, ils n'ont pas cet équilibre, ils n'ont pas cette coordination et surtout, ils n'ont pas cette masse musculaire. Donc on a des chuteurs de 45 ans. Il faut s'attendre à ce que dans les programmes, parce que si vous allez sur l'OMS, vous avez en fait le public, hein, qui va jusqu'à 17 ans, vous avez les 17-64 ans et les plus de 64 ans. Et des recommandations qui sont spécifiques chez le mineur, et même sur les premières années, qui sont un peu différentes, c'est surtout de 5 à 17 ans. Et sur les 64 ans, il y a la petite case travailler l'équilibre, hein, 1 à 2 fois par semaine, qui n'est pas dans la case adulte. Et alors, il va falloir s'attendre à ce que dans la case adulte, maintenant, il y ait travailler l'équilibre.
C'est aberrant. C'est aberrant. On en arrive à des conseils qui ne sont pas de la bonne génération, déjà, et qui n'ont pas leur place. Mais c'est-à-dire que si on augmente le nombre de conseils, on devrait dire c'est bien, c'est que ça devient super pointu. Non, c'est de l'observationnel. Ça veut dire que c'est catastrophique. Moi, c'est ce qui m'a le plus presque chuté. Hein. Enfin, chuté, impressionné et fait peur. Un chuteur à 45 ans. Alors qu'il y a d'autres trucs plus importants. Hein. Aujourd'hui, un diabétique de type 2 de 30 ans, on va pas dire que c'est normal, mais c'est devenu courant. Ça ne l'était pas. Hein. Avant 45 ans, ça n'existe pas. Aujourd'hui, 30 ans, vous pouvez être diabétique de type 2, ce qui veut dire que vous vous préparez le diabète déjà à l'adolescence. Vous mangez de manière très déséquilibrée, sans bouger, et donc à 30 ans, vous êtes diabétique de type 2. En exagérant, comment c'est possible? Donc, pour répondre à la question, non, non, rien ne s'améliore. Il y a eu il y a des gens très intéressants d'ailleurs à suivre. Hein. Vous suivez un François Carré, par exemple. Bon, il avait fait un ouvrage en 2013. Je me le suis remis dans le crâne quand même. Il fait 95 pages. En PDF, il est rapide à lire, mais il est très riche. Et vous avez des conférences qu'il met sur YouTube. Vous avez des gens très intéressants qui sont dans des commissions, qui essaient de faire passer des informations. Et quant à l'éducation nationale, on dit faites de l'activité physique, parce que cette activité physique, il a été démontré que les jeunes, quand ils font un peu de sport, ça oxygène mieux le cerveau. Il y a sûrement plein de choses qui sont intéressantes. Ce sont des gens qui ont des meilleurs résultats. Bah, ils ne l'entendent pas et ils préfèrent rajouter en exagérant 2 heures de mathématiques parce que les mômes sont nuls en maths. Alors qu'on est en train de vous dire que parce qu'ils ne sont pas bons en maths, si vous faites de l'activité physique, ça risquerait d'améliorer en fait les heures qui existent où leur attention serait peut-être meilleure sur les maths. Non, on rajoute des maths. Alors, et presque tout le monde comprend les études et les faits qui sont annoncés en fait hein, par la science. Et alors là où ma compétence s'arrête, c'est sur mon réseau. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne veulent pas entendre ça plus haut? Ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'on a envie de revaloriser des profs de maths ou qu'on n'a pas envie de revaloriser le PS? Mais c'est plus qu'une question de résultat. On parle de santé. C'est-à-dire que les gamins, on devrait leur ajouter 2 heures de sport hein, parce on est fait pour bouger et surtout à cet âge-là, puisque le cerveau, il apprend grâce au mouvement. Alors, c'est ce qu'on a bien compris. D'ailleurs, chez des Alzheimer, c'est quasiment la seule chose qui est d'intéressant, les faire bouger. Même marcher. Juste marcher. Le fait de marcher a des bienfaits. Quelqu'un qui ne marche pas, de toute manière, c'est quelqu'un qui se détériore. Donc là, j'ai envie de dire, c'est pas qu'on n'a pas d'espoir. Pour l'instant, les chiffres sont pas bons. Alors, c'est dépendant des pays quand même. Hein. Il y a une tendance générale mondiale. Il y a des pays où sans doute ça va être chouette. C'est ce qui est intéressant. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, de regarder un petit peu plus ce qui se passe au niveau européen. Puisque la Suède a été encore pointée du doigt pendant la Covid. J'ai rien à dire sur le sujet, hein, au passage, bien, pas bien. Il doit y avoir aujourd'hui des statistiques là-dessus. C'est pas mon domaine. Par contre, sur la santé, là aussi, ils sont en avance. Il y a 10 ans d'écart, par exemple. 10 ans, c'est énorme. 10 ans d'écart sur ce qu'on appelle la qualité de vie. Quand nous, à 50 ans, à peu près, hommes-femmes, 50 ans, eh bien, c'est 50% justement de la population des 50 ans qui prend un médoc. 1 sur 2. On est 10 personnes de 50 ans, 1 sur 2 qui prend des médocs. Et pas un médoc pour 3 semaines. C'est parti, à vie. Donc, il y a un diabète, donc il y a du cholestérol, donc il y a une maladie cardiovasculaire. Il y a eu un truc, donc on est un malade chronique. À 65 ans, on doit être à peu près, ou plutôt 75. 75 ans, on doit être à 75%. Facile à retenir en plus. 75 ans, 75%. C'est énorme. Bon, là, en fait, on a encore une fois 10 années d'écart quasiment en fait, sur ces stats. C'est-à-dire qu'il faudrait revenir 10 ans en arrière pour dire voici la courbe de la Suède. Avec des explications qui étaient leurs médecins ne sont pas plus mauvais. Parce qu'en fait, ça a été pris comme ça au début. C'était leurs médecins sont mauvais, ils leur filent pas de médoc. Et les médecins eux-mêmes qui ont dit non, c'est que leurs médecins, justement, promulguent des choses auxquelles les médecins français n'ont pas été habitués. Si vous avez dans votre entourage des toubibs, je vous le souhaite d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est intéressant d'avoir aussi comment dire, leur point de vue et puis connaître un petit peu à la fois leur cursus d'études et puis leur quotidien. Vous avez qu'à leur demander, vous avez vu combien d'heures sur la pratique sportive et son intérêt? Certains sont capables de vous dire 0. Ils vont vous dire 0. Parce qu'on va dire, il y a 9 ans d'études. Bon, concrètement, il y a plutôt 4 ans et après 4 ans avec beaucoup, beaucoup de pratique, ce qui est totalement normal. Certains en nutrition ont compris qu'il fallait manger 5 fruits et légumes par jour. Et puis voilà, ce sont des pros de la diète. Ouais, et on leur jette pas la pierre, hein. Leur cursus est fait comme ça et leur cursus est suffisamment complexe. Alors que dans d'autres pays, on l'a mis en avant. Les jeunes médecins qui vont arriver, je me doute bien que ça va commencer à arriver parce que la Haute Autorité de Santé a quand même publié des choses très intéressantes ces dernières années. Moi, j'allais depuis des années sur la Haute Autorité de Santé, je n'étais pas épaté. Ça a bien évolué, ça a changé. Ils mettent des recommandations. Alors,
à la fois, je les mets en avant. Puis quand vous suivez ce que font les Américains, des fois, j'ai envie de dire, c'est juste une traduction des documents américains hein, en plus simple. Mais on s'en fout. Au moins, c'est rendu accessible, j'ai envie de dire, aux braves gens, aux éducateurs sportifs et aux toubibs. Donc, on sait que les toubibs vont être mieux formés qu'avant sur le sujet. Alors, c'est une bonne chose. Et je conseille, d'ailleurs, je l'impose moi, dans mes formations, je dis, vous allez tous sur la haute autorité de santé, vous lisez toutes les publications, vous livrez les recommandations sur le diabète, sur les AVC, il y en a plein, hein, sur les publics fragiles, donc il y a la femme enceinte, il y a la personne âgée, etc., etc. Parce que je dis ça, c'est ce que les médecins savent. Et vous n'avez pas le droit d'en savoir moins que les médecins sur la prescription, la recommandation d'activité physique. Puisque, en fait, on forme des experts normalement en activité physique. Donc, si vous en savez moins que ce qu'il y a sur le site de la haute autorité de santé, c'est assez compliqué. Et c'est assez bien fourni. Et il y a une bonne base. Sur l'obésité, ils ont fait un document de 200 pages. Il est juste super costaud et très intéressant, par exemple. À tel point, je me suis dit, qui l'a écrit hein. Je suis allé voir qui c'est qui avait coordonné le document et il s'y était mis à combien parce que c'est un sujet que l'obésité qui m'intéresse depuis maintenant des années. C'est là-dessus que je voulais partir sur une thèse d'ailleurs. Je suis parti sur autre chose, mais euh, quand je lis 200 pages et que j'arrive à apprendre encore pas mal de trucs, c'est qu'il y avait les gens ont bien creusé. Je me suis un peu étalé sur ta réponse. Non, non, mais très bien. Hmm. Tu veux continuer sur l'obésité ou tu veux changer de sujet? Oh non, bon, on pourrait rester encore sur. J'avais parlé du VO2 max, mais du coup, on pourrait se Ouais. dire c'est quoi les quantités qui sont requises et compagnie. Il y a L'OMS sort pas des chiffres comme ça. Alors, ils essaient de donner de l'information pour 7 milliards d'individus, presque 8. Donc, c'est pas simple. Mhm. Si on les connaît tous, les 150 minutes d'activité physique par jour. Et attention, c'est un minimum. Aujourd'hui, ils disent 150 minutes, mais pour tendre vers 300. Donc, ça veut dire 2 heures et demie minimum par semaine pour aller jusqu'à 5. Et si on dit, mais il faut faire 300 minutes d'activité physique par semaine, donc 5 heures, les gens vont dire quoi 5 heures? Alors attention, on ne vous dit pas de faire 5 heures de sport, on ne dit pas de faire 5 heures de tennis, mais on vous dit d'avoir une dépense énergétique, effectivement, de 5 heures par semaine. Si vous ne les avez pas, sachant qu'il y a 24 heures par jour, c'est assez surprenant et inquiétant. En France, on a essayé de prendre le discours de l'OMS en disant bougez une demi-heure par jour, tous les jours, du lundi au dimanche. Bougez une demi-heure par jour. Au pire, ce serait comme un médicament, matin, midi, soir. Faites 10 minutes le matin, 10 minutes le midi, 10 minutes le soir. Et ça, j'arrive à. Merci les gens qui me donnent des bonnes recommandations avec des conseils, parce que je le fais appliquer, en fait, hein, aux gens qui m'entourent. Je leur dis le midi, vous mangez en combien de temps? Ils me disent bah oui, j'ai 1 heure. Et je dis mais tu manges pendant 1 heure? Tu manges de midi à 13h? De midi 1 à midi 59? Bon, non, 20 minutes. D'accord. Qu'est-ce que tu fais les 40 autres minutes? T'arrives pas à marcher 5 minutes en ligne droite dans la rue ou n'importe où, hein. 5 minutes en ligne droite et 5 minutes dans sens inverse. Je te jure que tu peux. Tu vas trouver 5 minutes à juste à faire une marche rapide, une marche où on est un petit peu essoufflé, hein. Bah ça, c'est déjà une activité physique dans les recommandations qui est suffisante. Je ne t'ai pas demandé de marcher au pas, hein. C'est pas la marche dominicale à 3 km/h, mais une marche à 5-6 km/h qui pourrait atteindre 7. Donc 5 minutes dans un sens, 5 minutes dans l'autre. Boum, tu as 10. Voilà, le matin. Tu viens en voiture, en métro. Ça dépend où on habite, ça dépend où on travaille. C'est en métro. La station de métro, elle est à combien de. Bah, elle est juste devant. Je sors, paf, je suis au boulot. OK. Et la station de métro d'avant, elle est où? 300, 400 mètres? OK. Si tu t'arrêtes à cette station de métro, c'est quoi le truc? Tu as 400 mètres à pied? C'est une piste. C'est un tour de. On a Jérémy qui fait de l'athlétisme, hein, le premier couloir intérieur, il fait 400 mètres, hein, et puis la gauche. Voilà, 400 mètres. Combien de temps en courant? Si on va à 12 km/h, c'est 2 minutes. Je ne te demande pas de le faire en courant, fais-le en marchant. Allez, tu vas mettre 10 minutes. Allez, 10 minutes pour un 400 mètres, t'es lent quand même, hein. On peut même aller plus loin, hein. Mais tu aurais 10 minutes le matin, tu as 10 minutes le soir parce que tu dois retourner à la même station de métro. 10 plus 10 plus 10, tu as 30 minutes en fait. Tu as 30 minutes. On les trouve. Les gens qui sont en voiture, vous vous garez à 1 km, 800 mètres, 900 mètres, vous le testez de toute façon. C'est bon, vous avez 1 km. Alors, j'ai des arguments. Ouais, mais s'il y a quelqu'un qui rentre, qui emboutit ma voiture, bon, bon, voilà, qu'elle soit à 1 km ou qu'elle soit à 200 mètres, il a embouti ta bagnole. Ça n'a rien changé, à moins que toute la journée, tu bosses les yeux sur ta bagnole. Hein, bon, là, tu es un paranoïaque. C'est un autre problème. Dans ces cas-là, il y a un psychologue. Là, on a un préparateur mental. Je sais pas, tu passes par des cases, mais on n'est pas là. Donc, c'est facile d'avoir 10 minutes le matin, le midi et le soir. Là où j'entends quelque chose, ce sont les mamans
Il y a aussi des papas, hein, je peux en faire partie. Tu déposes ton gamin vraiment mais à l'heure et après tu enchaînes ton boulot. Là, vraiment, tu dis, je ne peux pas me garer à 1 kilomètre parce que quand j'ai déposé le gamin à l'école, moi, derrière, je suis tendu pour aller à mon boulot. Bon, bah, je l'entends. Ça dure combien de temps? C'est ce que je disais, 3, 4 ans, 5 ans, peut-être. À un moment donné, le gamin, par contre, quand il est en maternelle, j'ai pas envie de lui faire 1 kilomètre à pied, c'est évident. Mais une fois qu'il va être grand, tu vas reprendre cette habitude. Moi, j'entends que sur une vie, on est quelques années où vraiment, vraiment, on pourrait dire, j'ai pas le temps le matin ni le soir. Tu auras quand même un peu de temps le midi. Mhm. Hormis ça, tes gamins, ils ont un peu grandi. Moi, j'en ai un, il se lève maintenant à 5h40, il prend son train, il va à pied, il prend le train. Ensuite, le train, il prend le métro et le métro, il a encore 1 kilomètre à pied pour aller, en fait, à son école. J'en ai un autre, il prend son vélo. Voilà, donc bah, effectivement, la petite, il faut l'emmener, elle est en maternelle. Bon, OK, ça, je l'entends. Mais sinon, maintenant, ils sont débrouillards. Donc on arrive à trouver du temps et en France, on vous dit de bouger une demi-heure par jour et on constate que même ça, les gens ne le font pas et pourtant, ça correspond une demi-heure si on fait un produit en croix, c'est-à-dire 24 heures. Une demi-heure, c'est la moitié d'une heure, donc ça fait, 1 sur 24, 24 divisé par 2, enfin à la fin, ça fait 2. Il y a 2 du temps consacré à bouger. Dans une journée, tu as pas 2 de ton temps pour te bouger les fesses. Non, tu le paieras plus tard. Hein, parce que et quand tu le paieras plus tard, je reprends les arguments de Toubib qui sont intéressants. Ils vont vous dire: «Vous savez ce que c'est que d'être malade? Non? Eh ben, il y a une salle d'attente». D'ailleurs, elle porte bien son nom, cette salle d'attente. Vous allez devoir prendre votre voiture, aller en salle d'attente, attendre longtemps, avoir des soins, des fois des soins après qui vont être très lourds. En fait, ce que vous avez pas, voulu consommer à un moment donné, vous allez le payer et le payer sûrement très, très cher. Puisqu'il y a pas mieux que l'activité physique. Aujourd'hui, il y a pas mieux pour éviter, certains problèmes. Alors éviter ne veut pas dire qu'on va pas les avoir. C'est vrai que vous ne fumez pas, vous mangez correctement, vous faites de l'activité physique, vous avez quand même un cancer, vous avez quand même une maladie cardiovasculaire. C'est multifactoriel, hein, et peut-être que, là où tu habites, l'eau, il y a des petits produits dedans que tu t'es pris pendant 25 ans, dans le gosier. Peut-être que l'air que tu respires là où tu habites, il est pas extraordinaire. Il y a des villes comme ça où il y a des concentrations énormes de cancer, hein, j'aurais envie de citer une ville américaine pour pas énerver les gens qui sont sur Grenoble, mais c'est la même chose, en fait, je crois, entre Chicago et Grenoble, ce sont des villes qui sont dans des cuvettes et à ce moment-là, la qualité de l'air, elle est pas extraordinaire et sur des dissections de cadavres, on peut se retrouver des fois avec des poumons, on pourrait croire des poumons de fumeurs, alors que ce sont des non-fumeurs, mais ça veut dire qu'ils ont respiré ça toute leur vie. Donc il y a d'autres paramètres. N'empêche que, c'est ce qui avait, comment dire? Interpellé, certains scientifiques quand ils faisaient des stats. Indépendamment du fait de fumer, de ce que vous mangez, de beaucoup de choses, il y avait les gens qui font de l'activité physique ont de 15 à 40 de moins développé. Quand je dis 15 à 45, c'est selon les cancers. Voilà, des cancers. En fait, vous avez moins de chances de développer certains cancers. Bon, parce que le système immunitaire est sacrément boosté par les fameuses myokines, plus d'autres paramètres. Mais c'est énorme. Ça, c'est ce qu'on appelle la prévention primaire. C'est-à-dire que vous n'avez pas développé quelque chose, mais en ayant fait ça, vous avez moins de chances d'avoir quelque chose. Vous avez quand même un cancer, c'est là où si vous avez eu des gens dans votre entourage qui en ont eu, c'est pas évident. Les chimiothérapies peuvent être très mal vécues et très difficiles, quand d'autres peuvent un peu mieux la supporter. Mais ceux qui font quand même de l'activité physique pendant leurs soins ont aussi de meilleures chances, en fait, de vie et derrière, en fait, de longévité. Ce sont des vrais chiffres, en fait, hein. Des fois, on a 25. C'est marrant, c'est que vous avez 0,01 chance de gagner au loto, vous jouez au loto. 2 dans certains domaines, on va dire: «Je les prends». Là, on vous dit: «Vous avez 25 de chance». Bah, il y en a qui vont des fois ne pas entendre ça. Moi, ça me dépasse. Dans mon entourage, j'ai des gens qui ont eu un cancer du poumon. Eh bien, je les revois fumer. Je peux plus alerter, je peux plus, en fait, dire: «Mais je comprends pas, tu refumes?» Puis souvent: «Bah ouais». Je «Bah ouais», mais un «bah ouais» qui veut tout dire, genre: «Oui, je sais, c'est pas bien» ou «Je m'en fous». C'est compliqué. Là, mes compétences sont aussi pareil atteintes. Je me dis: «Qu'est-ce qui se passe?» C'est de la psychologie ou c'est de la faiblesse, ou c'est de la bêtise. Ça pourrait être de la bêtise. Ça peut être les trois. Ah oui, oui, c'est cumulatif. Un peu comme mal manger et ne pas bouger en fait, hein, c'est cumulatif et rester assis. Alors par contre, c'est intéressant ça. Rester assis et faire du sport. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on différencie maintenant les sédentaires, hein, sédentaires actifs et les sédentaires inactifs. Dingue. Vous faites aujourd'hui les recommandations de l'OMS, mais vous êtes assis 7 heures par jour, vous êtes encore un sujet à risque. Donc, on demande aux gens qui ont une profession où ils restent 7 heures par jour assis, déjà de penser toutes les heures à juste se lever 1 minute et 1 minute.
toutes les heures. On est sur un truc ridicule. Mais 7 minutes suffit pour activer des choses dans le corps. Bon, principalement la fréquence cardiaque et la production en fait de myokines par le muscle, surtout si on fait quelque chose d'actif. J'ai fait un imprimé dans la salle de classe qui est que toutes les heures, on doit faire, je ne vais pas vous dire de bêtises, je crois que c'est 15 pompes et j'ai dû mettre 25 flexions de cuisses. Mais réellement, on le fait, on se lève, on fait nos trucs, on fait nos flexions. Alors ça tient en général 2-3 semaines, hein, puis après on zappe. Mais pourtant, je l'ai imprimé, je l'ai mis avec deux références. Il y a 2 études de référence là-dedans. Et si ce n'est pas le cas, maintenant, il va y avoir ça maintenant sur les ordinateurs, qui est une petite alerte qui vous dit: vous êtes resté assis depuis plus d'1 heure, veuillez bouger. Et si ce n'est pas arrivé, ces recommandations-là, c'est dans pas longtemps. Ça sera très bien. Parce que ça aussi, ça a été observé. Dans un bureau, c'est de l'observationnel, hein, ceux qui bougent ont encore une meilleure santé, moins de diabète, moins de ci, moins de ça que ceux qui ne bougent pas. Et quand je parle de bouger, c'est je me lève, je vais me chercher un gobelet de flotte, je me lève, je vais pisser, je me lève, je vais chercher le taille-crayon là-bas. Au lieu d'envoyer un mail au mec qui est 10 mètres plus loin dans le couloir, je vais voir le mec. Ça peut être bien aussi. Et il y en a qui ont la bougeotte comme ça et qui bougent plus que certains sont capables de rester 3 heures et demie, ils n'ont pas quitté le siège. En fait, c'est même une force de travail quelque part. Et pour l'organisme, c'est pas bon. Donc j'en arrive à dire, même dans le fait de pratiquer une activité physique, on arrive à différencier ceux qui bougent en fait au travail ou pas. Et rester assis, c'est un des pires trucs manifestement pour nous. Quand on est sur un téléphone, on reste assis ou on a envie de s'asseoir. Je l'observe avec mes jeunes, hein. J'ai mes jeunes qu'entre la fac et puis les écoles, ça scrolle toute la journée, toute la journée, toute la journée. Et même dans les salles de muscu, s'il y a 2 stagiaires, ils arrivent alors qu'ils sont pourtant un petit peu musclés et tout, ils vont se poser au bureau, puis ils font défiler, puis tu les entends se marrer parce qu'ils tombent sur une bêtise, puis ils s'enchaînent avec une autre bêtise. Et des fois, ça fait 20 minutes que tu l'entends éclater de rire comme ça, à l'accueil, quoi. Bon, bref, revenons. Bouger, ça serait 30 minutes par jour en France, et sinon les 150 minutes pour tendre vers les 300. Donc avec une dépense énergétique qui est importante. Je ne raisonne pas comme un technicien en disant du moment que les contractions musculaires sont supérieures au métabolisme de repos, c'est pas le sujet, c'est de se dire du moment qu'il y a des contractions musculaires, comme même monter un escalier, en fait, ça rentre dedans. Alors, les sportifs, bon, je les inclus pas dedans, mais pour convaincre les gens, bah, je reviens au fait que 10 minutes le matin, 10 minutes le soir et le midi, ça devrait déjà être suffisant. Suffisant. Si en plus vous rajoutiez de l'activité physique normée, donc de l'exercice physique, ce serait génial. Parce qu'il y a donc activité physique, dépense énergétique et puis exercice physique. Exercice veut dire là, c'est codifié. Là, on parlerait, puisqu'on a Jérémy qui n'en a pas, on pourrait rajouter ces exercices physiques, donc en plus de leurs dépenses journalières. C'est-à-dire maintenant, ça, vous le rajoutez pour que ce soit vraiment intéressant. Et ça commence à être bien normé, hein. On sait que pour être en bonne santé d'un point de vue muscu, c'était une étude de 2019, ça, d'un American College, qui avait dit faites en gros 10 exercices polyarticulaires, c'est 2 séries de 8 à 10 RM, 2 fois par semaine. Juste ça. Ça suffit pour maintenir un niveau de force et après même le développer. Et comme justement ça joue sur les myokines, avoir une meilleure densité minérale osseuse, et ça avait déjà un impact sur des maladies chroniques. De manière intéressante. Je l'ai traduit en français, ce truc. Je l'avais mis sur Facebook. Ça avait été partagé là un bon nombre de fois. On a juste fait que traduire, en fait, hein. En exagérant, c'est facile d'atteindre les recommandations de base. Et bien sûr, c'est tous les jours parce que les myokines sécrétées ont une action de 24 à 36 heures à peu près dans le sang. Tout ce qui est dans le sang, ça finit par partir, hein, que ça aille dans les urines, que ce soit consommé par quelque chose ou que ce soit expiré. Donc, c'est tous les jours. Parce que pour ceux qui ont envie de faire 2 heures et demie ou 3 heures de sport le samedi, dimanche, là, je reprends l'argument. J'avais bien aimé. La première fois que j'ai entendu, c'est de François Carré qui disait alors écoutez, c'est comme si au lieu de vous laver les dents tous les jours, vous laviez les dents 7 fois dimanche. Voilà, dimanche, je me lave 7 fois les dents, comme ça, j'ai fait mes dents pour la semaine. C'est pas con, ça revient au même. Je me suis lavé 7 fois les dents, ouais, mais ça marche pas. Et pour le sport, bah, c'est pareil. Tu as fait 3 heures de sport dimanche? Ouais, bah, j'ai les recommandations de l'OMS. Oh, ouais, oui, mais en fait, bon. Alors, des fois, ils précisent de dire 2 à 3 fois par semaine, hein. Mais en France, on vous dit, bah ouais, tous les jours. Il y a Laurent qui a une question, je crois. Ouais. Moi, j'ai une petite question. Justement, tout à l'heure, tu as parlé de l'exemple de la personne qui fumait et qui reprend alors qu'elle sait que manifestement, c'est pas bon pour elle. De ces gens à qui on dit bah, il faut bouger parce que sinon, ça va être problématique plus tard, etc. Comment aujourd'hui, comment développer aujourd'hui les prises de conscience? Parce qu'en fait, finalement,
Quand je dis comment développer, c'est comment développer. Alors, je ne parle pas de ce que fait le gouvernement, des pubs, des machins, tout ça. Bon, ça c'est sympa, mais entre guillemets, pour moi, c'est pas assez. Mais comment développer les prises de conscience concrètement? Comment on peut faire pour arriver à ce que, justement, ben, monsieur tout le monde, hein, ou madame tout le monde se disent, parce que c'est vrai, ok, l'histoire de dire 3 fois 10 minutes, enfin, etc. Ouais, mais après, la question, c'est toujours comment, quoi. Et là-dessus, est-ce que toi, t'as des éléments de réponse déjà ou des choses que tu mets en place, etc. Parce qu'en fait, tout vient de la prise de conscience. Une fois qu'il y a prise de conscience, il n'y a plus de problème, quoi. Enfin, entre guillemets, il n'y a plus de problème, on avance, quoi. Alors, là, la réponse, ça mériterait presque que je l'écrive parce que, en fait, ça veut dire, ça dépend donc forcément à qui on s'adresse pour essayer sur quels paramètres le sensibiliser. En effet. Donc, ouais, j'ai plusieurs cartes. Alors, jamais je vais vous dire là que j'y arrive et que j'ai l'argument parce que déjà que les pouvoirs publics, ils n'y arrivent pas, que vous avez des gens qui font que ça et qui n'arrivent pas à mobiliser les foules. Mais moi, dans mon entourage Ouais. proche, Ouais, ouais, non, mais c'est ça, c'est je ton peux. expérience qui est intéressante. J'ai plein d'arguments. Alors, on essaie. Alors déjà, rien qu'ici, là, vous voyez, là, j'ai flouté derrière, mais je suis dans une salle de musculation, hein, d'un ami. Et ici, il les fait bouger, en fait. On leur a fait un petit test. Au bout d'un moment, à force de les faire bouger, je leur ai fait faire un petit test de VO2 max. Et dans l'Excel, j'ai rajouté un truc, ça s'appelle l'âge fatidique. C'est-à-dire, à quel âge vous allez mourir. Oh, c'était rigolo parce que je dis, eh, c'est pas très réjouissant. On vient de faire le test, on donnait les résultats du test, et puis bon, voilà. Maintenant, on va savoir à quel âge vous allez mourir. Alors, ça montait jusqu'à 114 ans, hein, c'était beau. Mais le lien était clair. Parce que là, en fait, le calcul final, c'est votre âge auquel le nombre d'années rajoutées est totalement dépendant du VO2 max. Donc, plus le VO2 max il est élevé, bah, plus on vit longtemps. Et bah, forcément, comme ils avaient tous développé leur VO2 max, bah, ils vivaient forcément plus longtemps. Et après, je leur ai expliqué qu'effectivement, le paramètre le plus corrélé en fait, à la qualité de vie et à la longévité, c'était effectivement la condition physique que l'on avait évaluée ce matin. Donc, ça leur parlait, ils avaient le sourire. Je leur dis, mais vous savez, par contre, si vous arrêtez, ça redescend. Et je vais vous dire, ça suit vraiment. C'est-à-dire que les méta-analyses, moi je dis ça aux gens, vous savez, on vit jusqu'à 79 ans, jusqu'à 85 ans, si un homme ou une femme. L'activité physique sur des très grandes populations, déjà, la moyenne d'entrée, c'est 3 ans de plus. Hmm. 3 ans de plus. Est-ce que vous voulez vivre 3 ans de plus? Oh, bah, ça dépend dans quel état. Bah, ça tombe bien parce que justement, la qualité de vie aussi, elle a été améliorée. Si là, je vous dis, il peut y avoir quasiment 10 ans d'écart. Donc, tu risques de ne pas avoir de médoc, hein, ou de prendre des médicaments plus tard, donc d'être en meilleure santé et vivre 3 ans de plus. Et ça, c'est qu'une moyenne. Aujourd'hui, quand on cumule l'alimentation, celle-là, elle faisait très très mal. Parce qu'évidemment, vous avez tous entendu des gens qui vivent jusqu'à 98 ans ou 102 ans. Métanalyse qui est sorti il y a moins d'un an, j'ai récupéré, c'était jusqu'à 24 ans de plus en fonction de la diététique qui était faite, à condition de commencer à 20 ans. L'étude était bien faite. Si on commence à 30, à 40, à 50, à 60, il y avait en fait déjà un nombre d'années, hein, qui s'additionnaient, qui était moins importante que les 24. Les 24, c'était pour une femme qui commence à 20 ans et qui fait attention. Donc je joue sur la qualité de vie, la longévité, les enfants, les petits-enfants. Tu les aimes, tes enfants? Tu veux voir tes petits-enfants? Tu veux les voir le plus longtemps possible? Ouais. Bon, bah déjà, on va rajouter ça. Si on rajoute le critère obésité, bah, on sait que c'est de 6 à 14 ans de vie en moins. Fumer, ça peut être 15 ans de vie en moins. J'essaie de jouer vraiment sur des gens de mon âge, parce que quelqu'un de 25 ans, il s'en fout de ce que je suis en train de raconter. Hmm. Les gens qui s'approchent des 50 ans, ils ont eu déjà des gens dans leur entourage qui sont décédés. Ça commence à leur parler de se dire: «Tu vas vivre plus longtemps et en meilleure santé». Donc l'âge fatidique, je l'ai vraiment ce truc-là. C'est une formule qui était en plus, je l'ai vu dans un Sport et Vie, j'avais récupéré le truc, j'étais allé voir, c'était bien fait. Et si on ne veut pas faire passer de test de VO2 max, il existe alors cette étude a été faite sur 2000 personnes, sur 2000 sédentaires, mais c'était très bien fait. C'est un pauvre questionnaire. Ce questionnaire, il y a 7 paramètres dedans. Il y a une formule pour ça, on fait un Excel. C'est pareil, ça estime un VO2 max de manière très correcte. Bah, c'est pas dur. La première question, c'est: vous prenez les ascenseurs dès que possible, vous évitez impérativement de bouger, vous faites moins de 1 kilomètre par, il y a des gens qui vont déjà dire: «Bah, je suis déjà là». OK, donc toi, tu as le niveau 0. C'est 0 et dans la formule, comme c'est une parenthèse, c'est marrant parce que le truc fois 0, bah, ça s'annule et donc ça fait un chiffre qui rabaisse et en pareil, on ressort l'âge fatidique. Ah bah, tu vois, toi, tu vas crever à 62 ans. C'est moins que la moyenne. Ils sont là: «Oh non!» En fait, et je commence à expliquer parce que Hmm. c'est vrai que toucher, la population par une publicité, waouh, faudrait Hmm. réussir à persuader les gens sur un truc très court. Quand j'ai le temps, moi, j'aime bien jouer sur la longévité, la qualité de vie. Je Hmm. rejoue sur les cancers, je rejoue sur les maladies cardiovasculaires, sur le diabète, en fait, avec des chiffres, hein.
Le meilleur pronostic, c'est le cancer du côlon, pour le plus sympa du coup. Mais je crois que c'est 40% de gens qui, en moins, hein, enfin, vous avez 40% de chances en plus de ne pas développer un cancer du côlon si vous faites de l'activité physique. Initialement, on le corrélait en disant l'activité physique facilite le transit intestinal. Donc, si vous avez des matières fécales toxiques, elles restent moins en contact avec les parois intestinales. C'était joli, séduisant. Bon, la réalité, c'est que vous sécrétez énormément de myokines, vous renforcez le système immunitaire. Dès que vous avez des cellules qui commencent de toute façon à muter, le système immunitaire est efficace. Hmm. Donc, ça marche aussi pour le cancer du sein et pour la prostate. Bon, j'essaie de jouer sur les paramètres santé, longévité, bah, qui m'intéressent. Moi, ça m'intéresse aussi parce que, bah, évidemment, voilà, j'approche les 50. Je me dis, ça va pas me faire rire quand on va m'annoncer en fait un truc à la noix. J'ai jamais fumé, j'ai jamais bu. J'ai juste eu 10 ans de sans sport et puis un peu plus de 10 ans de malbouffe quand même. Parce que la malbouffe, elle est facile. Mais on est en train de se rendre compte que la diète, on l'a beaucoup, beaucoup mis en avant et on a tellement sous-estimé l'activité physique que je dis ça va revenir dans les recommandations très fort. Quel message ils vont réussir à mettre en avant? Je sais pas. Mais c'est vrai que. Alors, je parlais de sensibilité. Sur les hommes, je vais jouer sur la libido. Je vais jouer sur la libido. Parce que là, il y a des vraies données, il y a des vraies stats. Et là, selon avec qui on parle, on peut parler un peu plus crûment, quoi. Je veux dire, ouais, bon, ça va, tu as des rapports sexuels, tu en as combien? Ou dire, ça va, tu as les mêmes érections qu'avant? Ah, Hmm. c'est vrai que j'ai envie de rien. Ouais, mais c'est hyper lié, en fait. Ouais. Et le fait de faire du sport remonte à testo. Le fait d'avoir un pourcentage de graisse élevé, on sait que ça joue aussi sur la libido. Quand tu perds en fait en graisse, tu as une inflammation inférieure, tu reprends en fait en libido, en qualité d'érection, en nombre d'érections. Hmm. Je peux jouer, des fois, je peux jouer un peu là-dessus aussi, hein, pour un gars. Ça peut marcher aussi pour une femme, mais je ne vais pas parler d'érection, évidemment. Pour les mecs, je joue là-dessus, hein. Bah, comme l'obésité, hein, quand on se rendait compte que les gens perdaient, quand ils passaient de l'IMC, je ne sais plus combien à combien, ils reprenaient 15% de libido en plus et de qualité érectile. C'était waouh, c'était un vrai chiffre, 15% en fait. Hmm. Ça devrait être un paramètre, les gars. Les gars, quand vous allez pisser, que vous voyez pas ce qui se passe en dessous, d'un point de vue santé, c'est pas bon, hein. Bien sûr, cette phrase ne fera pas partie des recommandations officielles. Du gouvernement. Il y aura toujours un mec pour dire que malgré son vide, il arrive à voir ce qui se passe. Ah, Il y aura toujours un vantard. Il y aura toujours un miroir surtout. hmm. Ouais, aussi, ouais. J'ai deux questions qui sont, alors une en lien, une qui est en lien avec ce qu'on a vu précédemment. On parlait de la station assise prolongée. Est-ce que travailler à son bureau debout, ça réduit une partie au moins des problèmes? Ah ouais, c'est vrai, Et ça. oui, 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 mais oui, oui, c'est pour ça que c'est sorti et que dans certaines entreprises, ils l'ont fait. Alors, d'ailleurs, il existe des bureaux aujourd'hui réglables, hein, Ouais, j'en c'est ai ça. chez les informaticiens et autres. Je trouvais ça super. J'ai trop la bougeotte pour que ça m'intéresse. De toute manière, rester une heure assis, ouais, je sais pas si ça m'arrive. Moi, après, c'est mon naturel, de toute manière. Mais oui, oui, si, ça avait été bien démontré. Rien que le fait d'être debout, c'était intéressant. Ils avaient même fait le coup des tapis de course, Ouais, j'ai hein. vu des tapis de marche. Ouais, alors il y avait quand même pas mal de limites au bout d'un moment, puis il y a quand même le Hmm. côté productivité, mais ouais, et ça peut être bien. Il faudrait presque que le bureau, au bout d'un moment, se lève tout seul et reste en l'air 2-3 minutes, volontairement, tu sais, qu'il redescende. Et pourquoi pas, tu vois. Ouais. C'était chouette. D'ailleurs, mais vous pouvez pas vous en rendre compte, mais la salle de classe que j'ai à Beno, parce que, je peux pas le faire avec Chambéry, nous avons des niveaux de table qui sont différents. C'était volontaire. Et j'essaie de leur imposer de ne pas s'asseoir au même endroit. Et par contre, ce que j'ai, c'est plus qu'autorisé, je ne l'ai pas imposé, mais je t'ai autorisé. Je dis, vous avez envie de vous lever, à n'importe quel moment, vous ne levez pas la main, vous vous levez, vous mettez en appui contre la table si vous voulez. Il y en a qui l'appliquent, il y en a qui vont dans le fond de la pièce. Vous levez quand vous en avez envie, vous suivez le cours. Déjà, vous ne voyez plus le cours du même endroit. C'est un changement en fait de Hmm. point de vue. Et en plus, il y a un côté bon pour la santé, mais ça fait quelques années que je l'ai vraiment imposé. Et je sais qu'il y a des écoles où ils ont mis des tables pareilles à différents niveaux. Ils ont même mis des coussins par terre pour que les gosses ils puissent changer en fait régulièrement. Ça devrait être la norme. Vous Hmm. devriez arriver dans un collège, un lycée, avec des tables à 80 cm, d'autres à 1,20 m. Un coup, il y a un tabouret, un coup, il y a un dossier. Ça devrait être vraiment, vraiment comme ça. Hmm. Ouais. Et deuxième question, on parlait justement, Laurent posait la question de comment est-ce qu'on fait pour changer, quelles recommandations. Moi, j'ai envie de te dire, une fois que les habitudes sont installées depuis 10, 15, 20, 40 ans pour certaines personnes, est-ce que c'est pas déjà trop tard? L'école me paraît être une solution, mais est-ce qu'il est possible de changer des gens qui ont 40 ans d'habitude derrière eux? Alors, ah oui, j'ai presque envie de dire qu'il y a deux questions dans cette question.
Est-ce que c'est trop tard? Par contre, non, parce que malgré tout, à n'importe quel âge, vous avez des bienfaits rapides de l'augmentation des dépenses énergétiques, vraiment rapides. Par contre, est-ce que c'est trop tard pour un changement? Ça, c'est possible. En fonction du caractère des individus, il y en a qu'on n'arrivera pas à changer, ou on n'aura peut-être pas joué sur la bonne sensibilité. Peut-être qu'il y a des gens chez qui c'est trop tard, intellectuellement. Physiquement, non. Et même, moi, on me dirait, oui, le mec, il a 72 ans. Bah, attendez, 72 ans, il est à 7 ans de mourir statistiquement. Il peut déjà augmenter, en fait, sa longévité. De toute façon, une personne âgée, dès qu'elle commence à être alitée, qu'elle commence à ne plus bouger, c'est rapide. Dans les 6 mois, son compte est réglé et dans l'année, elle décède en général. Mhm. D'ailleurs, mes 2 grands-mères sont décédées dans l'année de leur fracture. Donc il y a un lien qui est incroyable. Il y a des Parce stades que là-dessus. ah oui, oui, d'ailleurs, 60%, je crois, de personnes qui ont une fracture du col du fémur qui décèdent dans l'année qui suit, quoi. et c'est normalement, c'était 9 000 morts par an chez les personnes âgées. C'est-à-dire que du moment qu'ils sont âgés, ça veut dire qu'ils ont été suivis pour un cancer, une maladie cardiovasculaire, donc il y a un vrai suivi. La première cause après, c'était les conséquences de la chute. Ouais. Alors, les jeunes ils disent: «Bah, on meurt pas parce qu'on s'est cassé un poignet». Alors c'est pas ça le sujet. Mais ça, C'est le fait de s'être cassé quelque chose fait qu'ils ne bougent plus, ils restent assis. Ils ont même la phobie au bout d'un moment de bouger parce qu'ils savent qu'ils peuvent tomber et là, c'est à cet âge-là, c'est la dégringolade totale parce qu'ils étaient déjà en fait, super limite, donc là, ils passent sous la limite, donc c'est réglé. Donc non, il y a pas de trop tard, un peu comme la femme enceinte qui c'est marqué: «À tout âge et à tout moment de la grossesse, elle doit bouger, si ce n'est pas une grossesse pathologique ou à risque, à tout moment de la grossesse». Alors je dis toujours ça, bon, si on est à une semaine du terme, bon, tu es chiante, toi. Toi, tu es un peu chiant. Mais hormis ça, il faut bouger. Après, l'habitude des gens, mon meilleur ami, hein, qui n'écoutera pas, ce qu'on est en train de raconter, il est anti-sport. On se connaît depuis le lycée. C'est le parrain de mon fils, il est anti-sport. J'arrive pas à le convaincre. Alors pourtant, il s'y est un petit peu mis. Alors pas de bol parce qu'il s'est fait une tendinopathie, sur les ischio-jambiers en allant courir. Peut-être qu'il a commencé un peu fort. Tu vois? Donc il arrête pas de me dire en rigolant: «Tu vois, le sport, c'est mauvais». Hein? Et j'ai un mal fou à le convaincre. Mon père, j'ai du mal à le convaincre parce qu'il voulait pas faire du vélo d'appartement. Je lui dis: «Mais papa, mais je te demande pas de faire 30 minutes, mais t'en fais 3, même 3 minutes le matin, c'est bien 3 parce que tu passeras à 4 tout seul et puis 5 puis 6 puis 10 puis tu te mets Mhm. devant la télé». Ah ça, il l'a entendu. Je lui dis: «Mais pourquoi tu mets pas le vélo devant la télé?» «Ah ouais, ouais». Je dis: «Pourquoi tu le mets dans le garage à t'emmerder là?» J'ai dit: «Mets-le dans le salon en fait et puis fais 3 minutes plus 3 plus 3 plus 3 à la fin, hein, c'est facile, prends ta calculette, ça fait un chiffre et puis tu l'augmenteras et puis tu en fais 3 minutes le matin, 3 minutes le soir». Qui t'a dit qu'il fallait refaire forcément 15 minutes et 15 minutes? C'est super Mhm. chiant, surtout à ton âge. Il est né en 45 mon père, donc là, il a pas une patate de fou. Bah, il a tellement pas une patate de fou qu'il a chuté, en décembre. Moi, j'ai vécu un mois, chez lui là, au lieu de rentrer chez moi, je suis resté en Vendée, jusqu'à temps qu'il récupère une forme acceptable. J'ai fait venir des plateaux repas, j'avais mis en place pas mal de trucs. Là, il a récupéré, il bouge. Il était pile dans l'âge où il me dit: «Là, si je m'en occupe pas, j'hérite plus tôt», tu vois? Mhm. Et c'est pas un objectif, chez moi. Je ne cherche Mhm. pas à hériter. Le plus tard possible, ça me va bien. Est-ce que Jérémy ou Gladys, vous avez des questions? Parce qu'il y a Gladys qui nous a rejoint. Gladys que tu connais peut-être, qui est sur Lyon. Ah bah, c'est pas une diététicienne, non? Ah, c'est ça, c'est ça. Alors on se connaît pas, mais je la connais. Ouais, et puis elle doit me connaître aussi, hein. En fait, quand tu as dit ça, je me suis dit: «Bon, bah, c'est pas un prénom hyper courant». J'allais dire, il n'y en a pas beaucoup des Gladys. Voilà, donc c'est pour Alors ça. moi, j'ai peut-être, bah, c'est une remarque hein, surtout, c'est pas vraiment une question, mais on remarque par exemple que du coup en fait, ça va partir plutôt au départ en regardant le niveau des athlètes au niveau, donc plutôt dans les pays de l'Est, on voit que les athlètes, enfin, ils ont une meilleure densité, on a une meilleure densité d'athlètes dans les pays de l'Est, donc que ce soit, bah, déjà, je prends le cas de mon sport, hein, un athlète, donc on voit qu'on a une moins bonne densité d'athlètes de haut niveau. Et en fait, quand on regarde, on voit que bah, du coup, le sport à l'école, il a une très grosse importance. Il a une très grosse importance, beaucoup plus qu'en France, hein, parce qu'en France, on le voit très bien, hein, l'EPS, l'activité physique à l'école, elle est vraiment pas développée. Et, euh, et du coup, en fait, on regardait par rapport aux performances, mais à côté, en termes de santé, ben, ça pose un problème aussi. C'est pas forcément que dans les performances. Et du coup, peut-être qu'il y aurait justement là un travail à faire, habituer comment dire, habituer les enfants justement à pratiquer cette activité physique. Et
Et si ça se trouve, peut-être que plus d'enfants se tourneraient vers des clubs et justement à ce moment-là, et des niveaux de sédentarité moins élevés, quoi. Oui, parce que pour les générations qui ne sont plus à l'école, pareil, c'est pas trop tard, mais on est sur un autre discours. Là maintenant, nos gamins, là, nos jeunes, oui, il faudrait impérativement réussir à les faire bouger parce qu'il y avait une phrase qui était très belle, c'était: «Un enfant qui ne marche pas sera un adulte qui ne marche pas». C'était hyper simple. Ouais, Voilà, donc en fait, si on les habitue pas, ça devient pas quelque chose de normal, ça devient une contrainte. C'est à la limite, c'est: «Oh putain, faut bouger pour être en bonne santé». Pouah, mais c'est comme si c'était, bon, faut faire ça. ouais, Oui, bien c'est une sûr, contrainte et pas une habitude, alors que ça devrait être effectivement une habitude. Alors c'est 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 pour ça. ça c'est pour ça où là, moi, je n'ai pas de corde là sur l'éducation nationale, hein. Est-ce que c'est une prétention mal placée qu'il faut impérativement faire des choses intellectuelles? Mais ça tombe bien parce que pour les choses intellectuelles, il faut de l'activité physique. Alors, sinon, c'est comme dans tous les domaines et les pires individus sont ceux de ma génération, enfin c'est pas une question de génération, c'est une question d'âge. Passé 40 ans, on a 20 ans d'expérience, et cetera. On n'est pas encore trop vieux, on a une coordination qui est encore là, même si on n'a plus toujours le corps. Donc, c'est les gens qui sont en général un peu influents dans certaines professions et puis, le problème, c'est que si ceux-là sont restés sur des vieux principes, bah, il faut qu'on attende qu'ils aillent à la retraite pour faire bouger les choses et ça, c'est souvent dans beaucoup de domaines. Donc si actuellement, on attend que ces générations-là dégagent, en exagérant, là, j'aurais envie de dire: «Dégagent», effectivement, sans respect, pour qu'ils arrivent enfin à faire bouger nos jeunes, parce que moi, j'ai quand même, des enfants à l'école, bah, ça me parlerait bien. Parce qu'effectivement, l'école a un vrai rôle à jouer là, bon, bah, sur l'éducation, sur la vie future professionnelle, mais sur la santé. Parce que finalement, le gamin, il passe plus de temps à l'école que chez lui, hein, Mm. activement, j'ai envie de dire. Parce que si on retire le sommeil, évidemment, si on regarde en temps passé, on dira: «Bah oui, mais il passe plus de temps chez vous». En temps actif, il y a plus de temps consacré à l'école quasiment sur toute l'année et moi, ça m'irait effectivement qu'on les fasse plus bouger. Mais là, tout le monde est d'accord, enfin tout le monde, les acteurs, ce serait intéressant de questionner les parents. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de là, ça serait une question, seriez-vous intéressé qu'ils fassent plus d'activités physiques et sportives? Ça se trouve, on dira: «Bah non, je préfère qu'il y ait plus de maths, plus d'anglais». Ce serait intéressant, ça doit exister, un questionnaire sur les parents, ce qu'ils en pensent. Après, pourquoi les parents pourraient dire ça? Peut-être parce qu'ils ont pas, l'information sur qu'est-ce qu'apporte le fait de bouger. À la limite, c'est presque, ça rejoint presque des remarques tout à l'heure de Laurent, tu vois? Essayer de les convaincre. Mais pour convaincre les gens, il faut qu'il y ait des arguments qui leur parlent. Dire: «Bah, vos gamins apprendraient mieux, ils seraient en meilleure santé». Vous voulez qu'ils vivent longtemps ou pas vos gamins? «Ah bah non!» Ah non, ça n'existe pas cette réponse, hein, ça sera forcément: «Bah oui». Vous voulez qu'ils vivent longtemps, en meilleure santé et qu'ils aient un meilleur boulot? Vous voulez qu'ils apprennent mieux? Bah, pour qu'ils apprennent mieux, il faudra qu'ils se dépensent un peu plus. 2 heures de plus dans la semaine, ça serait suffisant. Mais je pense il y a beaucoup une question tu vois, il y a beaucoup une question comment dire, de prise de conscience à travers l'expérience, en fait. Ouais. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense que les messages gouvernementaux, etc., c'est il faut, on doit, vous devez, tu vois, attention, etc., etc. Et en fait, je pense que en fait, il faut partir de l'expérience, c'est-à-dire pas dire la finalité de ce qu'on va faire, mais en fait, un gars, moi, comme toi, j'ai une fille de 16 ans, j'ai du mal à la mettre dans un sport, à l'intégrer dans un sport, etc., tout ça. À un moment, elle m'a verbalisé, l'aspect compète, c'est pas pour moi. Donc ça, j'ai chanté. J'ai dit, OK, pas de problème, ça, c'est pas gênant. Mais après un moment, et en fait, je me suis rendu compte que quand je disais rien, quand des fois on allait faire, j'avais dit, tiens, tu viens, si tu as un peu de temps, on va au bad, on va là, on va là, on va là, etc. En fait, quand je ne mettais pas une injonction, eh ben, je faisais vivre l'expérience. Alors, soit l'expérience, elle est pourrie, c'est-à-dire, tu vas faire une randonnée, il pleut, il fait froid, ta fille, elle rentre, elle dit, bah, merci, c'était sympa. Soit tu joues au tennis et puis au début ça prend un peu de temps, puis au bout d'un moment on rentre dedans et on passe une heure, voilà. Et je pense que la notion d'expérience aujourd'hui pour moi elle est fondamentale parce que finalement il y a pas de verbalisation, il y a rien, il y a juste on pratique quelque chose. Je prenais un exemple, tu parlais des téléphones tout à l'heure, moi je donne des cours aussi comme toi et à des masters, donc des gens qui théoriquement ont 20 ans et plus et je pensais qu'ils étaient parfaitement formatés pour tenir 2, 3 heures, 4 heures en cours. Ben non, le téléphone, voilà. Et ce que j'ai fait dernièrement, c'est que par exemple, j'ai fait poser tous les téléphones sur mon bureau. Alors ça fait drôle à des gars de 22, 23 ans, des filles 24 piges pour certains de poser leur téléphone, mais j'ai posé le mien. Et en fait, j'ai constaté, en fait,
au début, je leur filais des injonctions. Je leur disais, il ne faut pas mettre les téléphones, tatati, tatata, machin, etc. Mais en fait, tu as beau filer les injonctions, le type, il s'en fout, quoi. Donc, j'ai fait une expérience différente. Et là, j'ai eu, en fait, des prises de conscience de leur part que c'était plus sympa, pas forcément ce que je leur racontais, mais ne serait-ce même que d'être connectés entre eux, tu vois. Et donc, je reste persuadé que la prise de conscience, elle part voilà, sur la notion d'expérience, quoi, tu vois, je touche du doigt quelque chose, là, d'un coup, je vais me rendre compte que, quoi. Alors, moi, ça me parle bien parce que là, je recommence une formation. J'avais envie de le faire, le coup des téléphones. Je l'ai fait à une époque. J'aurais envie de le refaire. Ah, ça Faire... marche. Et pour l'activité physique, il faudrait surtout pas faire ça qu'une semaine. Il faudrait dire, faut que l'expérience, elle parle. Il faut dire, écoute, pour que tu aies des bienfaits, c'est 3 semaines, à peu près. Alors, c'est même deux, il y a déjà des trucs. Mais dire, allez, donc c'est 1 mois d'expérience. On voit si au bout d'un mois, tu n'as pas eu de bienfaits, c'est nul ou pas. Mais il faudrait effectivement faire vivre, dire, on fait une expérience. Mais cette expérience, elle ne peut pas se faire sur un one-shot, c'est pas possible. C'est pas un manège à sensation. C'est pas parce qu'on a fait une fois 1h30 lundi soir de sport qu'ils vont sortir quelque chose. En plus, ils vont avoir des courbatures. Ouais, non, Ouais. complètement. Dire, ouais, il faudrait l'expérience 1 mois. Alors, en fait, sur les personnes âgées et compagnie, 1 mois, il y a déjà des vrais résultats, donc c'est intéressant. Quelqu'un qui a de l'arthrose, il va tout de suite sentir qu'il a moins mal en ayant bougé. Donc, mais l'expérience d'1 mois, ça serait presque vivez 1 mois, Ouais, avec du sport, que 1 mois, mais et au bout d'un mois, faites le bilan. c'est ça. Ça me parle bien, ça. Hein, et il faudrait que dans le bilan, il y ait un petit bilan qui existe. Ouais, je pense que plus on aura En fait, c'est intéressant parce que je pense que tous, enfin, que ce soit dans le milieu du sport, quel que soit le niveau, que ce soit pour Monsieur Tout-le-Monde, dans la notion de sport santé dont tu parles, je pense que l'histoire de dire à un moment, euh, comment dire, on teste des petites choses. Moi, des fois, alors, c'est pas mon métier, hein, mais j'ai des gens qui, dans la prépa mentale ou dans le bien-être, on va dire, enfin, quand ils viennent en prépa mentale, leur corps est déséquilibré, quoi. Hein, enfin, parce que chef d'entreprise, machin, je mange mal, je bouge pas, enfin, tout ce que tu as dit, ils l'ont dedans. Oui, Et évidemment, quand on parle de faire du sport, ils disent, non, mais attendez, j'ai pas 1 heure. c'est pas le temps. Et je leur dis, ben, vous savez ce qu'on va faire la semaine prochaine, vous allez tester, vous allez préparer vos baskets, et puis vous allez faire un quart d'heure autour du pâté de chez vous, de maison de chez vous. Par contre, la seule chose que je vous demande, c'est préparer votre matos, vos baskets, votre short, machin, etc., pour que quand vous rentrez, vous vous changez, et vous faites un tour du pâté de maison qui dure 10 minutes. Il dit, ouais, mais ça ne sert à rien. Je dis, faites-le, vous verrez si ça ne sert à rien. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils reviennent après une semaine en disant, ah putain, c'était super intéressant. Puis l'autre fois, je n'ai pas fait un quart d'heure, j'ai fait 25 minutes. Parce qu'en fait, il y a des schémas mentaux qui font que, comment dire, on dit le footing, par exemple, pour les mecs qui font du footing, c'est si tu ne cours pas 1 heure, ça ne sert à rien. Ouais, tu viens de le dire. Ouais. Hein, on est d'accord. Quand ils m'ont dit, quand Théodore, ton mec a dit ça sert à rien, c'est que dans sa tête, 10 minutes, ça sert à rien. Là, Ouais, le discours, il est ancré que oui, mais par contre, il faut essayer, justement, il faut essayer de leur faire vivre l'expérience, parce que des fois, ne serait-ce que d'y aller 10 minutes, un quart d'heure, en fait, le type, déjà, il revient, il dit, ah, je me sens mieux, comme tu dis, tu vois. Donc, la notion d'expérimenter, mais on a tous nos clés, hein. Enfin, je veux dire, après, il faut trouver les petites, comment dire, les petites astuces, les tester, voir si ça fonctionne, etc., quoi. il faudrait que les gens comprennent que même 5 minutes d'activité physique par jour. Alors pour ça, j'ai la petite méta. Alors celle-là est 2015. Ouais. Suivi longitudinal de 55 000 personnes sur 15 ans. C'est une vraie étude. On suit 55 000 personnes sur 15 ans. Et à la fin, c'était justement 5 minutes par jour d'activité physique étaient suffisantes pour un impact sur la santé. Hmm. Et d'ailleurs, c'était sorti dans le Parisien, Figaro, etc. Bien sûr, parce que les journalistes reprennent ça en boucle en disant rien ne. Alors, c'était ça, rien, ça ne sert à rien de faire des footings longs. Alors, ils avaient inversé. C'était même ça ne sert à rien de courir 1 heure, puisque pour la santé, 5 minutes suffisaient. Bon, eux, ils mériteraient un coup de coude aussi. Bon, par contre, grâce à eux, je suis allé voir j'ai vu qu'il y avait une étude intéressante parce que j'ai souvent. Ouais, je les critique, mais en même temps, j'ai un Google des Google Alerts. En fait, j'ai un compte Gmail et puis j'ai mis des mots-clés. Donc, tous les jours, j'ai un mail qui regroupe les articles qui concernent les mots-clés. Donc, souvent, grâce à eux, je mets le nez quand même sur des études parce que si leur interprétation elle est moyenne, ils mettent la source. Ouais. Donc, je dis aux étudiants souvent créer des Google Alerts, c'est très intéressant. Moi, j'ai une Google Alert mitochondrie, je dois avoir que 3 mails par an, mais à chaque fois, c'est sur un truc bien. Et effectivement, si le discours pouvait passer sur mais 5 minutes suffisent, Hmm. et plus, jusqu'à un certain moment, ça serait intéressant. Ça serait bien, parce que là, quand il a dit tout à l'heure, ton gars, là, 10 minutes, ça ne sert à rien, c'est que lui, il s'est dit, bah, pourquoi faire 10 minutes, c'est nul. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais en fait, et en fait, il faut, en leur faisant déconstruire le truc,
mais il faut trouver l'accroche, quoi, hein, je veux dire. Mais souvent, ils prennent conscience d'eux. Et que, comme la salle de sport, pareil, ils disent 1 heure et demie, ouais, bah, tu peux y aller une demi-heure, quoi. Si à un moment. Mais je pense qu'il faut. C'est cette notion Moi, je pense que ce qui est important, c'est cette notion d'expérience, mais sans jamais, en fait, les juger ou sans jamais, ou même ou sans répondre à leurs objections. C'est-à-dire celui qui va te dire, bah, moi, 1 heure, je peux pas. Ok, mais c'est quand même, enfin, 10 minutes, ça sert à rien. Ouais, mais ok, tu veux essayer ou pas essayer? Voilà. C'est-à-dire que l'idée, c'est ça, quoi. Essaye. Et puis après, on verra, quoi. Ça, ça me parle bien. D'ailleurs, rien qu'hier, et pourtant c'est administrativement, j'avais demandé à une personne de ne pas juger l'autre personne parce que ça braque de toute manière, ça sert à rien, c'est plus le sujet et ça n'aide pas. Effectivement, il faut pas juger, mais il faut trouver des arguments, Ouais. pour réussir à convaincre les gens. Bah, peut-être qu'une campagne, tu vois, si un jour une campagne j'ai accès à certaines personnes quand même en disant: «Tiens, j'ai des petites idées à vous soumettre» que j'ai repiquées Mm. sur sur un Zoom collectif et non, mais cette notion de quantité d'activité physique utile, presque minimale, elle devrait être mise en avant parce que si les gens restent sur le fait que de toute façon, si j'atteins pas ce quota, c'est que ça sert à rien, dire: «Non, non, ça sert aussi, c'est utile tout de suite». D'ailleurs, on n'a pas parlé sur le contenu, mais aujourd'hui, les programmes aussi, c'est pareil. Je vais attaquer sur le VO2 max parce que ça restait le plus intéressant. Mais aujourd'hui, on met sur un même plan quasiment VO2, musculation, exercice d'assouplissement, si on joue sur la qualité de vie. Hein, je vous ai parlé que sur les 45 ans, il va falloir maintenant mettre de la prévention, donc de l'équilibre, donc des exercices d'équilibre. Mais aussi, il y a le sommeil en fait qui arrive. Aujourd'hui, c'est un facteur de plus qui n'existait pas vraiment, mais la qualité du sommeil a baissé. Parce qu'avant, les facteurs de risque, on avait le tabac, on avait le cancer, maladie cardiovasculaire, maladie pulmonaire chronique, malbouffe et sport, c'était en plus. Maintenant, il y a le sommeil en plus qui se additionne. Et dans les problèmes de sommeil, bah, réseaux sociaux quand même. Mm. Bon sens. Et tiens, j'ouvre les yeux à 3 heures. Déjà, je regarde avec le téléphone, il est quelle heure? Est-ce que j'ai pas un petit message qui est important? Et ça, je suis reparti pour 2 minutes et ces 2 minutes se transforment. Et des fois, c'est des gens qui mettent une demi-heure, trois quarts d'heure à se rendormir parce Mm. qu'ils viennent de regarder leur truc. Le sommeil commence à arriver. Donc, il va falloir mettre des programmes complets. Mais donc, pour tout ce niveau santé, si on raisonne que sur l'exercice physique, maintenant, c'est VO2, muscu. Alors, muscu, vous savez que monter un escalier est considéré comme musculation dans les recommandations. Monter un escalier, ça suffit. Hein. Mais Mm. si vous ne l'avez pas vu, ce truc-là, il est intéressant. Alors, il y a. J'avais mis le schéma de côté, mais je montre la vidéo en cours. La vidéo a été faite par le journal Le Parisien. Elle dure 5-6 minutes, où ils font le test de l'escalier. Ça s'appelle le test de l'escalier. Combien d'étages êtes-vous capable de monter sans être essoufflé? Ce qui est un test super simple, parce qu'on ne va pas faire des tests navettes, des Vameval ou des 35 IFT à des braves gens. On va dire, monte un escalier. Alors, 1 à 2 étages, bien sûr, c'est totalement insuffisant. Hein. 3-4, c'est pas mal. 5, c'était très, très bien déjà. Jusqu'à 10, 10, c'était excellent en fait. Et on parle, si on raisonne sur du sportif de très haut niveau olympique, c'est 20 étages. Quoi. Mais on en est là, en fait, déjà. Monter un escalier est considéré comme de la musculation et est même un test. D'ailleurs, si vous tapez test de l'escalier, à mon avis, sur YouTube, vous tombez sur la vidéo où vous avez François Carré en visio, vous avez une journaliste, puis ils font courir, en fait, des personnes. Hein. Et vous les voyez courir, on voit que c'est compliqué de courir un peu dans l'escalier, en fait. Alors, prenez pas un colimaçon, hein, un pauvre U suffira. Bon, on en est là, il faut des recommandations très simples pour la population. Et aujourd'hui, c'est donc muscler, hein, bouger, donc pour courir un petit peu, s'assouplir. Parce que s'assouplir, c'est quoi? Je ne sais pas où vous en êtes. Alors, vous pourrez voir ma petite calvitie, mais je ne sais pas si vous pouvez tranquillement prendre ici voilà, vos bras de chaque côté. Mais plus on vieillit, moins on a en fait d'amplitude. Et ce qui fait que ça fait quoi ça? Bah, pour les t-shirts et les pulls, c'est compliqué. C'est pour ça que les vieux, ils mettent que des chemises. Hein, combien de fois je me dis: «Putain, les vieux, ils sont toujours en chemise, ils sont classe». Non, ils s'adaptent. Quand ça fait 15 jours que tu as le même t-shirt, que tu ne pouvais plus le retirer, tu arrêtes, tu mets des chemises. Mais tu ne mets plus de t-shirt parce que tu ne peux plus les retirer, en fait, tes t-shirts. Tu t'habilles autrement. Donc, sur la qualité de vie, ça joue forcément. Et ça joue aussi sur l'équilibre au bout d'un moment pour les membres inférieurs. Quand on a besoin de glisser, qu'on a besoin d'un seul coup de faire des mouvements rapides pour réajuster en fait la statique, bah, la souplesse en fait partie. Donc les programmes doivent être complets et c'est pas si nouveau parce qu'en 98, les recommandations américaines étaient comme ça. C'est vous serez en bonne santé avec un programme complet qui incluait courir ou bouger, muscler, etc. Et ça, c'est important. Donc,
s'assouplir. Et c'est vrai que se rajoute maintenant l'équilibre qui ne devrait pas avoir sa place, en fait, normalement. Et d'ailleurs, s'il arrive l'équilibre, c'est sur les gens qui n'ont pas pratiqué les 3 premiers. Parce que du moment où vous êtes musclé et endurant, l'équilibre est inclus dedans, en fait. Il y a pas à le rajouter normalement, en fait, hein. Ça Ok. devient ça devient compliqué, pour les gens. Est-ce que je vous avais mis des trucs de côté? En fait, je suis en train de voir parce que je m'étais mis, des petits trucs, moi, parce qu'en fait, j'ai un cours de présentation qui fait 123 slides déjà, qui est chaud. Ah aussi, juste anecdote, est-ce que vous savez comment on en est, normalement ça c'est ma première diapo d'un séminaire que j'ai fait il y a pas longtemps. Comment on est arrivé à comprendre que l'activité physique était bonne pour la santé? C'est un hasard et c'est le monde professionnel qui nous a amené ça. Ça date de 1953. C'était en Angleterre. En Angleterre, on connaît tous les bus à étages rouges, hein, mondialement connus. Et ils ont fait des stats incroyables, c'est que les conducteurs avaient 2 fois plus d'accidents cardiovasculaires que celui qui pointait les tickets. Mais celui qui pointe les tickets, toute la journée, il monte, il descend, il monte, il descend. Il fait des kilomètres pendant que le chauffeur n'en fait aucun. 2 fois plus d'accidents cardiovasculaires chez les chauffeurs, donc à très grosse échelle. Et après, bah, ils ont fait la même chose avec la poste. Celui qui va distribuer le courrier a moins d'accidents que celui qui est en fait au guichet. Et donc, ça date des années 50. Ils se sont dit, waouh, le fait de bouger amène quelque chose. Alors, c'est là qu'il y a eu des théories. On s'est dit, sans doute, qu'il y a des choses qui se passent dans le sang grâce à l'exercice physique. Ça a commencé très, très tôt, en fait, hein, jusqu'à temps qu'on découvre les myokines, là, il y a à peu près 15 ans. Hein. Donc, les myokines sont des messagers, des molécules, ça va de l'hormone, en fait, principalement des protéines, mais il n'y a pas que ça. 600 différentes. Et à partir du moment que vous avez quelque chose qui est dégagé dans le sang, ça veut obligatoirement dire que c'est passé par le noyau. Ça veut dire qu'encore une fois, que la contraction musculaire impose un ordre qui va jusqu'au noyau pour produire quelque chose. Donc, et c'est ce qui maintient tous les systèmes. Un muscle, s'il veut devenir fort et se renforcer, comme il va sur les os, il faut d'abord que les os améliorent leur densité osseuse. Donc d'abord, les os améliorent la densité osseuse et derrière, le muscle gagne en fait en force. Du moment qu'un muscle bouge, la peau au-dessus bouge. Et en fait, là, il y a des fascias qui vont avec. Les fascias sont renforcés. Donc la qualité de la peau, elle est renforcée. En fait, c'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne bien pensée. Du moment que le muscle va devoir fournir plus d'informations, enfin plus de contractions, plus de tension, il envoie une information à tous les autres systèmes pour se renforcer. Donc, le muscle commande à ce moment-là. C'est marrant parce que le cerveau envoie des ordres, mais le muscle commande après la santé générale de tout. C'est pour ça que quand vous êtes tétraplégique, votre espérance de vie, de toute manière, allez, elle chute. Malgré que vous soyez très câblé. Vous pouvez être tétraplégique avec un QI de 170. Hein. On a tous vu Stephen Hawking qui était sur une maladie en fait différente. Hein. Mais du moment où vous commencez à ne plus bouger, ça joue sur la qualité de vie parce que vous ne faites plus de contraction musculaire. Donc, il faut bouger. Sur le sportif de haut niveau, puisque Jérémy avait posé une question, et là aussi, il y a une belle étude française sur 5000 athlètes qui ont fait les JO. Donc, on parle quand même d'élite, vraiment. Donc, ça a été fait sur un siècle quasiment. Hein. 5000 sportifs, vous avez 7 ans de vie en plus. La moyenne, c'est 7 ans de vie en plus. Alors là, avec plein d'hypothèses aussi et d'observations, du moment où vous faites partie de cette élite, vous avez sûrement aussi une génétique différente. Parce que vous pouvez vous entraîner très fort, très bien, peut-être même avec la meilleure science du monde. Si vous n'avez pas le corps d'Usain Bolt, c'est peut-être impossible de faire 9,58 au 100 mètres. Donc, il y a un côté génétique pour de la performance. Il y a le côté, en général, c'est quand même une population qui a fait du 15-20 ans d'activité physique. C'est déjà un capital qu'ils ont économisé sur le reste. Il y a la diète qui va avec et certains ont maintenu une activité physique. Mais on est quand même sur 7 ans. Je dis ça parce que combien de fois on a des gens, on parlait de convaincre les gens, il y a des arguments, hein, souvent ils sont là, oui, vous savez, le sport, c'est pas toujours si bon. D'ailleurs, je ne parle pas de sport en général, je parle d'activité physique. Vraiment, je ne parle pas de sport. Le sport, ça sera codifié. S'il y a une fédération, il peut y avoir un arbitrage, une compétition. Parlons d'activité physique. Mais si vous voulez aller sur le sport, allons sur le sport. Les sportifs de niveau, c'est 7 ans de vie en plus. Alors, c'est quoi l'argument? Oui, mais peut-être pas en bonne santé. Ah bon, parce que la population normale elle est en bonne santé, ils ont tous mal au dos à 50 ans. Aujourd'hui, ils sont diabétiques à 30. Enfin, les arguments n'existent pas, en fait. La pratique sportive est intéressante. Alors, c'est le premier pourvoyeur de blessures musculaires. Ça, c'est clair. Vous allez difficilement vous faire une lésion myoponébrotique en restant assis au bureau. Je ne vois pas le mec en train de taper sur son ordinateur pour se faire un claquage de l'ischio-jambier, ou c'est qu'il est vraiment fragile. Donc, c'est le premier pourvoyeur, mais ça s'appelle le bénéfice-risque. Vous avez plus de chances de vous faire des petites blessures, mais qui sont totalement bénéfiques de toute façon sur le long terme. C'est clair que c'est plus facile de se faire une entorse en allant bouger. Hein. Ouais, bon, d'accord. Mais de toute manière, tu le paieras autrement. Et les entorses, je ne sais pas si vous avez un truc, il y a 6000 entorses par jour, hein, en France. Hein. C'est 6000, c'est pas par an, hein, c'est par jour.
C'est la première source d'admission aux urgences. 6000 entorses par jour. Aux États-Unis, je ne sais plus c'est combien en fait. Il faut aller aux urgences pour une entorse, vraiment? Beaucoup y vont, mais en tout cas, beaucoup y vont. Hein. Alors, c'est vrai que c'est un temps énorme de perdu pour faire une petite radio pour que, en général, dans 99% des cas, non, bah, ça va. Bah, c'est pour ça que les kinés, normalement, essayent de récupérer, de pouvoir faire en premier, qu'ils soient les premiers acteurs, en fait, sur l'entorse. Ce qui m'irait D'accord. bien, en fait. Parce que là, je suis allé aux urgences, d'ailleurs, mercredi pour mon grand. Bon, tout va bien. Bah, c'est 10 heures, quoi. C'est 10 heures. Hmm. J'étais j'étais vert pour le personnel, hein. J'ai discuté avec le personnel. Je me dis: «Qu'est-ce qui se passe dans ce pays à passer à 10 heures comme ça aux urgences là pour» bon bref, et ils ont qu'à faire du sport. Bon non, il y a des gens qui étaient là parce qu'ils avaient fait du sport justement. Ça marchait pas l'argument. Ouais, et justement, est-ce que, pour, pour revenir sur la pratique du sport, mais on parlait de la contrainte de quand tu as des enfants, tu pas forcément le temps, et cetera. Moi, je sais que quand je discute avec pas mal de personnes, une des problématiques qu'ils ont, c'est que, bah, effectivement, ils bossent de 9 heures à 17 heures. À 8h30, ils déposent leur enfant. À 17 heures, ils récupèrent leur enfant. Donc, ils me disent, bah, comment est-ce que je fais du sport? Est-ce qu'il serait pas plus intelligent d'adapter les structures sportives à la pratique pour les adultes? Parce qu'on voit que chez les enfants, adolescents, il y a quand même une pratique assez régulière du sport, même si les chiffres baissent par rapport à il y a quelques années. Mais dans l'ensemble, la plupart des enfants font du sport. Pas plus que les Heu, adultes. Mmh. Pardon? Oui, plus que les adultes, Oui, oui, voilà. Oui. Et du ouais. coup, il y a une décroissance dès qu'on voit début des études supérieures ou même début du travail. Est-ce qu'il serait pas pertinent d'adapter les salles de sport, les clubs sportifs, et cetera, à recevoir du public en journée? Parce que, bah, peut-être qu'effectivement, tu as 2 heures entre midi et 2 ou 1 heure et demie. Tu as besoin de 20 minutes pour manger et puis tu peux t'entraîner 1 heure. Et par exemple, moi, j'avais cherché quand, j'avais ma salle à l'époque, je cherchais comment m'entraîner entre midi et 2 hors muscu parce que je voulais sortir de ma salle. Tu n'as rien. Tu peux pas faire de basket, tu peux pas faire de handball, tu peux pas faire de judo, tu peux pas faire de boxe, il y a rien qui existe. Ouais. Donc Et est-ce que ce serait pas une solution de dire finalement aux clubs et aux présidents des assos sportives et compagnie, de dire: «Bah, les gars, organisez des choses parce qu'il y a de la demande». Ouais, alors, ça va même encore plus loin, tu vois, dans le stand de dire, est-ce que par exemple, tu peux faire du sport avec tes gosses? Ça, c'est encore mieux. Ça Tu existe vois au ce que je veux Canada et aux dire? C'est-à-dire États-Unis. que non seulement tout le monde y va, mais en plus, Ouais. tu vois, est-ce qu'on peut faire, parce qu'il y a peut-être des parents qui ont envie de partager des instants avec leurs gamins, quoi, tu vois, en faisant du sport. Ça Et existe dans le yoga si tu veux. hein? Dans le yoga, il y a ça. Ouais, voilà, ouais, ouais, dans le yoga où tu as quelques clubs qui arrivent à le faire, mais c'est rare, ouais. Ouais, c'est mec rare. le Je mec qui compare. envoie je veux dire le mec qui envoie un fion comme ça: «Restons sérieux, ne parlons pas de yoga». C'est une blague les gens, hein. Bah, ouais, bah, ce qu'il vous dit, ça m'a parlé et j'allais dire la même chose que toi, Laurent, en fait. À un moment donné, si on faisait de l'activité physique avec nos enfants? Alors on va dire: «Oh, vous êtes des idéalistes». C'est pas si compliqué que ça, en fait, ça Ouais, je suis d'accord. Je crois et Les qu'on- pays puis anglo-saxons le font déjà, hein. voilà, bah, j'allais dire, j'ai vécu 1 an en Angleterre, j'ai fait qu'1 an à Londres, mais déjà c'était différent. Quand on voit le nombre de parcs et le nombre de choses que l'on peut faire, si on arrêtait de mettre du bitume partout, qu'on rouvrait un petit peu de parcs parce qu'en France et je le vis moi tous les ans, un peu moins parce que ça y est, j'ai compris la leçon. Quand je viens déjà avec les élèves en BPGEPS et qu'on va sur un stade, bah, il y a toujours un monsieur qui vient nous voir sur un ton un peu agressif et comme ça, hein: «Vous êtes qui?» Waouh! Ça m'est arrivé de dire chaque ouais, comme ça: «Bonjour, bonjour monsieur». Et le mec: bonjour, vous êtes qui?» Voilà, ça rattaque. En fait, on a l'impression d'agresser parce qu'on est sur le stade, qu'on nous Hmm. explique qu'on est limite toléré, qu'on n'a rien à y faire là, qu'il fallait faire une demande à la mairie, alors que c'est le stade, fait pour courir. Mais alors c'est réservé aux scolaires, c'est réservé aux clubs d'athlétisme, mais en dehors, si tu viens, c'est très, très mal vu. Hmm. À Lille, hein, bon, à Lille, vous regarderez qui était la maire, à ce moment-là, c'était il y a 6 ans, elle fait une annonce, j'ai voulu écrire, faire une vidéo, je regrette de ne pas l'avoir fait. Elle fait une annonce pour que le sport soit plus elle disait qu'à Lille, justement, c'était une ville sportive. Ouais, bah, c'est à Lille que ça m'est arrivé. Hein, je suis venu avec mes élèves le matin, après un quart d'heure de discussion avec le gardien, «Ouais, ouais, vous pouvez revenir cet après, mais aucun problème». On est revenu l'après-midi. Ils ont fermé la clé. Voilà, c'était fermé à clé. J'ai fait une photo, hein. Poum! Voilà, ils ont bien accueilli, ils ont fermé à clé le stade. C'était très dérangeant qu'on aille courir sur le stade. Apparemment, on doit l'user, ou un truc comme ça. Alors que je me rappelle qu'en faisant le tour, on retirait les petites brindilles et puis les cailloux qu'il y avait. Donc on voit bien que ce n'est pas du tout fait pour qu'on fasse de la pratique sportive. Tu parlais que soit les clubs s'ouvrent, moi j'aurais envie de dire des petits espaces beaucoup plus nombreux, parce que Hmm. finalement, sur le trou, enfin,
D'un point de vue argent, on s'y retrouve sur les années, mais vraiment. Évidemment que les politiques raisonnent sur leur carrière. Donc, sur une carrière de 5 ans, s'ils ont claqué du pognon pour mettre des structures, bah, sur le résultat final, c'est, vous avez vu, vous avez coûté tant. Ouais, mais sur 15-20 ans, en fait, ça va largement se gommer parce que si tu arrives à inciter toute ta population à bouger, c'est clair que ça va être intéressant. Mais le travail aussi, le lieu du travail, il devrait avoir de plus en plus de petites pièces avec mettre juste des bricoles, un petit vélo, un petit machin, deux, trois. Même une salle nulle, parce que pour des pros comme nous, souvent on arrive, on dit ah, c'est nul. Bah, c'est nul. Moi, tu me mets un vélo, tu me mets 2 haltères, déjà, je suis content quand je vais quelque part, parce qu'en fait, je ferai du vélo. De toute manière, je suis assez fan du vélo, je trouve intéressant, parce que tu as pas la contrainte que tu peux te mettre après ailleurs et tu peux quand même t'entraîner. Il y aurait des petits espaces dédiés à activité physique, et ça me semble pas insurmontable, ça serait bien, en fait. Ça me paraît facile. Et si ça peut être ludique, faisons un truc ludique. Et les trucs chiants, ils veulent pas, les gens. Bah, faisons une activité physique sous forme de jeu, mais qui impose en fait à avoir 5-10 minutes dans une journée déjà. Ouais. Il accélère. Parce que tout à l'heure, tu as pris l'exemple. Hein. Moi, j'avoue que l'enfant en bas âge, j'entends la fatigue et le j'ai pas le temps. C'est pour ça que je vous dis qu'une période de 3-4 ans dans une vie, peut-être 5. Ok, allez. Hormis ça, tu vas bien réussir à retrouver du temps à un moment donné. Voilà. Si tu as 55 ans, tu n'as pas d'enfant en bas âge, bon, tu devrais réussir à te le trouver le temps. Est-ce que tu en as envie ou pas? Voilà. Après, ça revient, Laurent, quand tu disais, c'est quoi qu'est-ce qui motive? Hein, c'est quoi les freins? C'est quoi les leviers, en fait? Les mecs, la libido, c'est un levier quand même. Hein, c'est un Ouais. levier qui existe. Hein. Pour les femmes, il faudrait peut-être jouer sur l'esthétique, je sais pas, la masse glutéo-fémorale, la cellulite. Peu importe le truc. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jérémy ou Gladys ou Laurent? Ah oui, moi alors j'ai une question, je ne sais pas si tu pourras y répondre par rapport au cardiomyopathie hypertrophique. Tu Hum, connais CMH? hum, Aujourd'hui, il y a certains, des fois on détecte, enfin, quand on détecte une CMH, à la pointe du cœur par exemple, des formations, etc., il y a des, comment dire, bon, il y a des levées de parapluie de la part des médecins, hein, des médecins généralistes, parce que lui, évidemment, dès qu'il voit CMH, c'est plus de sport. Il y a, alors je te dis ça parce que moi j'ai vécu ça à titre perso. Alors moi tu vois, tu parlais de plus de 50 ans, moi j'ai 53 ans. Aïe, ça m'est Donc, Aïe. et je fais du triathlon et je m'entraîne régulièrement, donc tout va bien. Et je suis comme toi, tu vois, je vais bientôt reprendre même un peu j'en parlais avec Julien une fois, de judo et de trucs pour réapprendre à tomber. Parce Ah ouais. que, exactement ce que tu disais, je me sens pas déséquilibré, mais des fois, je sens que j'ai plus la même assurance, tu vois, voilà. Donc, tout ce que tu parlais sur les chutes et tout ça, ça me parle énormément. Et l'histoire de la CMH, tu préfères, c'est on te trouve ça, et quand on te trouve ça, on te dit, hop, moi, la première fois qu'on m'a trouvé ça, on m'a dit, je faisais de la boxe. J'avais 40 ans, je faisais de la boxe, beaucoup, et des sports explosifs, parce que j'ai toujours fait des sports explosifs. Et quand on m'a trouvé la CMH, on m'a dit, hop, pas plus de 140 pulsations vous passez pas au-dessus de 140, le sport c'est fini, machin, etc., etc. Donc j'ai dû aller voir des spécialistes à droite à gauche, etc., tout ça. Et aujourd'hui, par rapport à ça, justement, je me dis, quand je vois des tests d'effort, par exemple, faits par des médecins et des médecins du sport, euh, je trouve que c'est très normé. Et justement, je voulais avoir un peu ta position là-dessus, c'est-à-dire par rapport à la VO2 max, par rapport à ce truc-là. Qu'en est-il réellement? Est-ce qu'il y a des... Évidemment, il doit y avoir des risques, mais est-ce que les risques qui sont pour celui qui passe de 0 à 100, c'est-à-dire qu'à 50 piges, il découvre le sport et il commence à se faire des marathons, des machins, etc., tout ça, à n'en plus pouvoir, en plus en étant en surpoids, etc., ou est-ce que la pratique régulière fait que, tu vois, voilà, c'est ça que j'essaye de saisir un peu aujourd'hui. Et ton avis m'intéresse par rapport à tout ce que tu as dit là-dessus. Ouais, je vais y faire dans l'ordre parce que ouais, allez, il y a plein de points. C'est intéressant. Alors, je connais très peu, voire j'en suis. J'ai même dit ça la semaine dernière. Je vais finir par faire un listing de quels sont les cas où vraiment, vraiment l'activité physique, elle est interdite. Ouais. Vraiment, ça déconseille, déconseillé, pardon, parce que c'est quasiment pas possible.
Donc, un jour, je vais finir par me faire jouer une liste. Je vais réussir à y arriver à faire ça en disant là, vous pouvez pas, mais du tout, mais c'est-à-dire à vie, ce qui est compliqué. Parce qu'en général, plutôt, elle ne peut que améliorer. Et par contre, elle peut être adaptée, hein, c'est parce qu'il n'y aura pas d'activité physique adaptée. Le 140, je pense que c'est un nombre arbitraire, mais donc il n'est pas Complet, utilisé. complet, Ah oui, ouais. parce que ça se trouve, toi, malgré ton âge, tu as une fréquence cardiaque qui monte à 205. Et si tu as une FC de repos à 52, 53, Exactement ça. Je ça suis refait pas à pareil. 200, je suis pas à 205, mais on va dire que je vais monter à Ah oui. 190, mais comme tu dis, je suis à 50. Donc ça va redescendre très rapidement. Et donc, du coup, tu as une plage d'utilisation qui est largement supérieure et tu as forcément un pourcentage qui n'a rien à voir. Alors oui, quand on fait un test, si on fait des tests, alors bien sûr, il faut mettre les gens en sport. Alors, il faudrait, en plus, attention, c'est intéressant parce que j'espère que je n'ai pas dit une bêtise comme ça. Enfin, si, je peux l'avoir dit, mais parce qu'on est trop court là dans le temps. Bien Mm. sûr, il ne faut pas faire des tests de VO2 aux gens d'entrée. Oui, c'est une prise de risque, totalement. Quelqu'un qui aura 45 ans, qui a fait 20 ans sans sport, on dit tiens, on va le pousser à fond. Ah oui, on ne sait pas ce qui s'est passé là-dedans et c'est une prise de risque. Donc, il y a plusieurs paramètres. Il faut avoir fait une progression au moins sur 4 semaines régulières, au moins 4 semaines, hein. Il faut que dans ces 4 semaines, si on a pu l'atteindre, si on a pu lui faire atteindre 85% de son VO2, alors on va dire, comme on ne le connaît pas, je vais m'expliquer. Si on a pu le faire atteindre 85% de sa fréquence cardiaque de réserve et qu'il n'a jamais exprimé de gêne excessive, c'est comme ça le terme, pas de gêne Mm. excessive exprimé, alors il est apte de passer de 85 à 100%. Par contre, si pendant cette montée, à un moment donné, il est devenu tout blanc, il a eu en fait quelque chose, alors il faut aller consulter et là, il y a sûrement un problème qui est mis en avant par justement l'activité physique. Donc, il ne faudrait surtout pas s'amuser à faire un test d'entrée, aux braves gens. Ouais, ouais, c'est une prise de risque. Alors, je vous file une anecdote qui est pas du tout rigolote, parce qu'elle est réelle aussi. Quand mon père a voulu reprendre le sport, je lui ai dit déjà à l'époque: «Fais un bilan, fais un test d'effort». Bon sang, il n'a jamais voulu, puis finalement aujourd'hui, il doit être à 3 stents, donc 3 ressorts dans les Mm. coronaires et donc sa copine de l'époque, il avait gardé ça en expérience, donc il lui a dit d'aller faire un test d'effort. Donc elle est allée faire un test d'effort. Elle est décédée pendant le test d'effort. Ah. Alors, prenons alors c'est assez dur, mais alors il s'en est voulu, mais je lui ai expliqué quand même, ce que je pensais jusqu'au bout. Je lui ai dit: «Donc le meilleur endroit au monde pour avoir une attaque cardiaque, c'est chez le cardiologue. C'est le Mm. seul endroit où tu dois avoir une attaque cardiaque, c'est ici. Mm. Est un hyper spécialiste, il a de l'adrénaline, un défibrillateur, il sait masser, c'est ici. Si lui ne te réanime pas, c'était foutu». Mm. Ça t'arrive chez lui parce qu'il t'a fait monter effectivement dans les tours, ça t'arrivait dans 2 mois en montant l'escalier un petit peu trop fort parce que le téléphone sonne. Pire, c'était au volant et ça créait un accident. À partir du moment qu'on a un accident, pendant un test d'effort chez le cardiologue, vous alliez pas faire 10 ans, hein. C'est que ça allait arriver à un autre moment, Mm. donc c'était une question de temps. Donc imaginons maintenant l'éducateur sportif qui se dit: «Tiens, je lui fais faire un bon petit test maximal» et il y a un décès. Bah, d'ailleurs, c'est une faute professionnelle. Ah Parce oui. qu'à ce moment-là, il a fait faire d'entrée à quelqu'un qui ne connaît pas, qui était une personne à risque. Dépasser 30 ans sans sport, c'est compliqué. 35 ans, on commence déjà à faire attention, sans compter s'il n'y a pas des facteurs aggravants. Donc, il faut toujours un 4 semaines de progression avant de faire quelque chose de maximal. Et donc, on prend quoi? On prend la fréquence cardiaque de repos, alors pas celle au réveil que personne n'aura. D'ailleurs, je viens de le faire avec mes étudiants, 2 fois dans une même journée. Je les mets au sol, 1 minute. Au bout d'une minute, la fréquence cardiaque, elle est en général assez stable. Alors, c'est dépendant de l'humidité, ce qu'on a mangé, notre, plein de Mm. peu de paramètres, mais quand on l'apprend régulièrement, on finit par avoir un chiffre qui est correct. Voilà, bon, si on sait qu'on est à 60, ben, on est à 60. Et puis, bah, pour estimer une fréquence cardiaque maximale, bah, aujourd'hui, il y a des formules qui sont encore plus précises que le 220 moins l'âge, hein. Je prends le cas de Gélich, ça marche très bien, hein. Prenez 207, c'est 206,9 moins 0,67 fois l'âge au carré. On l'arrondit en 207 fois 0,7, hein, fois l'âge, pardon, pas au carré, fois l'âge. Parce que celle qui est au carré, c'est 191,5 moins 0,007 fois l'âge au carré. La formule 5, donc ça reprend 207 moins 0,7 fois votre âge. Formule de Jelisch 2007. Suivi longitudinal, en fait, pareil sur 20 ans. Donc c'est la FC un peu la plus précise, on va dire la moins fausse. On a une FC max, on a une FC de repos. Et ben on fait la max moins la repos, on a la plage. On multiplie par 0,85, on l'additionne à la FC de repos, on a le chiffre. Voilà. On a le chiffre qu'il faudrait atteindre dans les 4 semaines. Si cette fréquence cardiaque elle a été atteinte et que là, la personne n'a pas eu de gêne excessive, on est couvert normalement de Mm. problème. C'est-à-dire qu'il peut aller à fond. S'il n'a pas pu aller jusque-là, tu as peut-être les coronaires qui ne sont pas en bon état et ça risque le PET si effectivement on fait quelque chose. Donc c'est important cette notion de risque. Maintenant,
Tu as eu de la tension artérielle à une époque, non? Non, jamais, jamais. Ouais. Non, non, moi, en fait, je préfère, pour la petite histoire, bah, c'est rigolo, mais je suis allé faire un test d'effort à 40 ans, parce qu'à 40 ans, on te dit, va faire un test d'effort, c'est payé par la Sécu. Et donc, j'étais en plein sport explosif, etc. Et c'est là qu'ils ont trouvé ça. Et donc, après, je suis allé, j'ai vu d'autres spécialistes, et puis après, je suis allé à Lyon, j'ai vu un grand professeur à Lyon, qui m'a dit que les échos de l'effort, c'était comme les ballons de foot, il y en a qui savaient s'en servir et d'autres moins. Et grosso modo, il m'avait dit, si j'avais pas d'antécédents, c'est que voilà, il fallait surveiller, faire attention, etc. Mais ce qui m'a beaucoup surpris, pour ça, quand tu parles de progressivité, ça m'intéresse parce que même les tests d'effort, j'ai fait des tests d'effort chez des médecins du sport, on passe de zéro comment dire, à pleine puissance, il n'y a pas de progressivité. D'accord. Alors, je me suis posé la question parce que n'étant pas un spécialiste de la préparation physique, je me suis dit, est-ce que même quand on fait un test d'effort, il n'y a pas une phase d'échauffement comme toute Si. logique, et puis après on monte, quoi. Ah, Et on si. monte, Ah ouais. voilà. Et je te fais juste vite un parallèle Mm. je prends un autre cas d'une personne beaucoup plus âgée de 70 ans que je connais, qui dernièrement est allée faire un test d'effort. Et pareil, on lui fait faire un truc qu'elle ne fait jamais au quotidien, c'est-à-dire pédaler sur un vélo à fond, enfin à fond pour elle, pour 70 ans, quoi. Donc, forcément, à un moment, au niveau du cœur, ouais, non mais, ouais, attends. Donc, au niveau du cœur, on dit, hop, il y a un problème. Enfin, la personne, ça va, se sent bien quand même après l'effort, etc., tout ça. Mais quand elle m'a expliqué ce qu'on lui fait faire, alors qu'elle a 70 ans et que, hormis faire son jardin, elle fait plus rien, passer direct sur un vélo et faire rouler la machine. Et donc, Non? après, on lui dit, ah oui, en effet, regardez, il y a eu un truc, hop, et on lui met un stent. Ok. Tu vois l'approche. Donc Ouais. moi, toute cette notion de progressivité, d'analyse des personnes en fonction de ce qu'elles sont, etc., je trouve que des fois, c'est pour ça que ça m'intéressait d'avoir ton avis, je trouve que des fois, on met vite dans les cases, quoi. Voilà, on met vite dans les cases, et même les médecins du sport, tout autant spécialistes qu'ils soient, t'as beau leur expliquer que tu t'entraînes de telle manière, tu fais ça depuis tant d'années, tu as telle pratique, tel machin, etc. Tout ça, c'est oui, 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 d'accord, mais on va quand même vous mettre un truc et puis on va mesurer et puis on va faire des retests et des tests et des tests, quoi. Je me permets de Ah, rebondir vite fait, oui. juste par rapport au test d'effort. Je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment dépendant des médecins que tu vas voir. Parce que Ouais, moi, j'ai eu un Covid long il y a 3 ans, au tout début du Covid, je sais plus, c'était il y a 3 ou 4 ans. Et j'ai eu un problème de tachycardie, donc j'étais à 110, 115 au repos pendant plus d'1 an. ouais, Personne ne comprenait pourquoi, etc. On m'envoie faire un test d'effort parce que, en gros, j'habitais tout en haut de Marseille, à Notre-Dame-de-la-Garde. Et quand je montais à pied, j'avais l'impression que j'étais à 210 pulses et que mon cœur, il allait sortir de je vais y arriver, de mes ouais, carotides. ouais. Et j'en parle à mon médecin parce que j'étais suivi justement par rapport à ce problème cardiaque. On m'envoie faire un test d'effort. Donc, première visite d'abord chez le cardiologue qui me dit, ouais, c'est bon, vous avez 30 ans, vous êtes ancien sportif de haut niveau, vous continuez à faire du sport tous les jours, on s'en fout. Je dis, oui, mais aujourd'hui, je peux à peine marcher, quoi. Enfin, j'avais vraiment des problèmes. Rendez-vous au test d'effort. Le test d'effort a duré littéralement 3 minutes. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas dépassé les 120 pulses. Il m'a dit que c'était terminé, je pensais que l'échauffement n'avait même pas commencé. Ah, Ouais, Donc, c'est en fait, il y a vraiment ces deux modèles-là où des fois, ils te poussent complètement à fond et des fois, ils font rien. Donc, je ouais. pense que ça dépend vraiment des personnes que tu trouves en face, en fait. Oui, alors, mais la notion de progressivité, elle doit toujours être là. Même pour un sportif de haut niveau, il va pas démarrer sa séance en tapant des 100 mètres pour un athlète en Ouais, athlétisme. Le d'accord. mec, il va pas se taper des 50 et des 100 mètres tout de suite à ouais, 80-90%. Il va s'éclater, quoi. surtout Donc, que il y a bien une notion de préparation au corps, de progressivité. Et ça va avec ce que tu disais. J'aime bien par rapport au VO2. En effet, même à un jeune de 15 ans, tu lui fais faire une VO2 max alors qu'il n'a jamais fait ce type d'effort. Déjà, il va peut-être tenir, c'est sûr, parce qu'il a 15 ans. Et encore, ça dépend de s'il est en surpoids, pas en surpoids, machin. Mais surtout, il va être dégoûté parce qu'il va vomir tout ce qu'il a après en disant, bon, ben, c'est ça le sport, je viens plus, quoi. Et il y a une préparation, il y a une progressivité, une préparation, hein. il y a plein de paramètres. Déjà, qu'est-ce qui fait qu'on est essoufflé les premières fois si on n'est pas habitué à ça? Enfin, si on raisonne en physiologie maintenant, c'est le taux de CO2 qu'on a dans le sang qui est inhabituel. Et du moment qu'on a quelque chose d'inhabituel, le cerveau ne l'aime pas, donc il met des sécurités. C'est ça. Donc, n'importe qui n'est pas habitué à monter dans les tours, il n'arrivera pas à se donner à fond parce qu'il y aura ces sécurités. Normal, hein, que c'est de l'apprentissage.
Donc déjà, effectivement, c'est pas très encourageant. Ensuite, il y a une définition de la capacité vitale qui a été faite dans les années 90 ou 80, je ne sais pas comment, par une belle étude de Blair et collaborateurs, qui était déjà, c'est minimum 5 minutes d'effort intense pour un VO2. Donc en dessous, c'est compliqué. Et pareil, on sait qu'on ne doit pas dépasser les 12 minutes. Maintenant, on doit mettre un échauffement, parce que la cinétique cardiaque, c'est de 2 à 4 minutes. Donc, selon, si on n'est pas en sportif, c'est 4 minutes. La cinétique, c'est le temps que le cœur s'adapte au taux de CO2 C'est qui est dans ça. le sang. Et 2 minutes chez le sportif. Après, l'échauffement, gagner 1 minute, hein, enfin, gagner 1 degré, c'est 1 minute de contraction musculaire. Pour le corps, il en faut quand même 15. Mais donc, il faut forcément un échauffement. Et s'ils n'ont pas standardisé tous leurs tests d'effort en France, on ne va pas y arriver. C'est vrai que si vous allez sur un rameur, ça sera à fond tout de suite. On va vous dire, vous avez 1000 mètres à faire ou 2000 mètres, minimum de temps. Donc là, c'est à fond. Si c'est un vélo, bah, il y aura une résistance de 50 watts, puis on mettra 25 watts toutes les minutes. Donc, il y aura une incrémentation. Ça se fera. Si c'est un tapis de course, c'est la même. Mais selon le test qui est fait, bah, ça pourrait être nul, super nul. Et en effet, s'il n'y a pas un petit échauffement, bah, on n'est pas prêt. Et en plus, si c'est la première fois qu'on fait ça, bon, on s'arrête avant la vraie valeur. Alors là, Oui, oui, c'est ça. En plus, ouais. hein. Ça fait beaucoup de choses, en fait. Ouais, Mais ouais. pour les personnes un peu plus fragiles, normalement, c'est pas dur. Ils font, enfin, c'est pas dur. En France, on est encore à 220 mollages parce que c'est l'habitude depuis 30 ans. On fait 220 mollages, on met un 80% de ça, des fois 85, et dès qu'ils atteignent le chiffre, hop, ils les arrêtent. Ouais. Du moment qu'ils ont atteint ça, ça va. Alors que c'est dépendant, en fait, de toute manière, de notre forme, notre petit cœur, etc. Ouais. Ouais, alors, mais c'est là où leur formation initiale devra s'améliorer sur ce côté-là. Et Ouais. je peux même pas leur jeter la pierre parce que vous en avez des très bons. Alors là, moi qui suis pas un grand fan du j'ai besoin que le mec soit dans le sport, j'avoue que dans le cadre d'un médecin du sport, je préfère qu'il soit sportif parce que là, il est vraiment acteur du truc, parce qu'il Ouais. s'intéresse vraiment au sport. Parce que j'ai fait un master en biologie intégrée du mouvement du muscle à une époque, on faisait la même chose que le DU. Le DU de médecine du sport, c'était la capacité de médecine, je crois qu'ils faisaient. C'était la Pitié-Salpêtrière. Donc les cours qu'on avait, c'est aussi les cours qu'ils avaient, mais en petite partie. Et ils en avaient rien à foutre, hein. Ils étaient dans le fond, parce qu'on avait tout le monde, hein. On avait les gens des neurosciences, on était tous dans la même classe. Nous, c'était dans notre cursus, eux aussi, pour faire leur DU. Ils étaient dans le fond, ils écoutaient rien. Et ça, en fait, c'est ce qui leur permettait de dire qu'ils étaient médecins du sport, en fait, à la fin. Donc, Ouais. je doute bien que l'implication d'un jeune de 24 ans ou 23 ans pour devenir médecin du sport, en fait, ils s'en foutaient complètement. Mais ouais, c'est ça, parce que moi, je pense que quelqu'un qui va, par exemple, faire des tests d'effort, parce que justement, on entend beaucoup de sportifs à qui on trouve des malformations cardiaques. Quand on dit pas des malformations cardiaques, en fait, des cœurs, comment dire, très musclés, comment dire, beaucoup plus gros que la moyenne, etc. Donc, En athlète. Mmh. avec parfois des malformations, avec parfois des risques. Et quel va être, et je pense qu'il faut que le médecin du sport soit, comme tu dis, pour un ultra-trailer, par exemple, pour qu'il ait une connaissance et une spécialité là-dedans, pour qu'à un moment, il puisse sentir, savoir à qui il parle, comment le gars s'entraîne, etc. Et si tu n'as jamais fait d'ultra-trail de ta vie, tu peux pas aller dire à un mec qui fait de l'ultra-trail parce que tu trouves une petite déformation du cœur. Ah ben non, ça va être compliqué, monsieur, parce que vous n'êtes pas dans la norme, quoi. Mais ça, je pense que il y a une vraie pratique, hein, derrière. Je suis d'accord, hein. Il y en a, faut le trouver. Il y en a, parce que vous avez des médecins du sport au cardiologue du sport qui sont marathoniens, par exemple, ou autres. C'est Et à ça, ce ouais. moment-là, vous êtes sur des gens super compétents. J'ai eu la chance d'avoir Thierry Laporte, moi, dans mon cursus, qui est le copain de mince, je connais par cœur, François Carré, voilà, que j'ai eu aussi comme prof. Ce sont des gens qui sont marathoniens et experts dans leur domaine. Ah, ces gens-là, je les écoute. Bon, faut choisir le bon Ouais. professionnel. Bah, ça revient un petit peu à toutes les professions, hein. Et moi, de ce que j'attends, là, j'aurai une pathologie. En face, j'ai mon spécialiste. Je veux qu'il se renseigne un petit peu. Je veux pas juste son avis, son Ah expertise. ouais, ouais, non, mais bon, Il va sur PubMed et il me donne les infos, hein. ah non, mais aujourd'hui, j'en suis comment dire, justement, à chercher le spécialiste. Le spécialiste qui prendra le temps d'écouter. Parce qu'en fait, c'est ça. Et là, je peux te dire, pour le coup, parce que moi, je fais de la sophrologie, donc j'ai fait des interventions devant 200 médecins du sport à qui j'expliquais la notion de la préparation mentale, mais surtout la notion de l'écoute du patient. Et j'ai énormément de médecins qui sont venus me voir après en me disant, mais vous avez 1000 fois raison, on ne prend pas le temps d'écouter les gens qui viennent nous voir. C'est leur Donc, boulot. c'est la base, hein, pour moi, hein, c'est la base. Surtout quand on est dans des choses comme ça, parce qu'en fait, on peut insérer dans la tête des gens
que finalement, attention, vous avez un problème. Moi, ça m'est tombé là-dessus. Alors aujourd'hui, je passe dessus. Il y a des médecins du sport qui m'ont donné des autorisations pour pouvoir courir des petites courses, hein. Je suis pas un grand champion, hein. Je veux dire, je paye, mais, mais qui m'ont donné des autorisations parce que je leur ai amené des garanties. J'ai presque négocié, en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'ai négocié mon truc. Et là, c'est là que je trouve qu'il y a voilà, pour en revenir à notre sujet, on ne va pas parler de mon cas, mais je trouve que là, il y a un manque. C'est-à-dire le manque de dire à un moment, essayons de comprendre quelle est la pathologie de la personne, comme un type de plus de 70 ans à qui on va faire des tests d'effort, alors que la dernière fois qu'il a fait des efforts, c'était il y a 30 ans, de ce type-là, quoi. Justement, j'allais revenir sur le sujet comme ça, euh, par rapport à ce que tu as dit. C'est que la haute autorité de santé a fait une vidéo en 2019, la présidente, ça dure 2 minutes, hein, où elle dit que justement, les gens écoutent les médecins et que les médecins doivent être formés en fait à ça. Et c'est vrai que plus les corps de professionnels différents vont être formés et bien formés sur les avantages, sur les intérêts en étant pro dans le domaine, meilleur ce sera. Parce que c'est vrai que si le médecin devient frileux, dès qu'il y a une petite patho sur doucement le sport, bah, la femme enceinte, c'est classique. Je l'entends encore, j'ai entendu l'année dernière, un élève qui me dit bah, ma sœur, le médecin lui a interdit de faire du sport. Je lui dis bah, elle a une grossesse à risque? Non. C'est une grossesse pathologique? Non. Elle a déjà fait une fausse couche? Non. Non. Mais pourquoi? Bah, pas d'argument. Ah bah, je dis bah, non, ça marche pas. Parce qu'aujourd'hui, toutes les recommandations sont très claires. Bougez-vous durant la grossesse et à tout moment de la grossesse, Bien hormis sûr. les cas. Donc, si elle n'a pas de cas, eh ben, c'était une vieille médecin qui est restée sur le oula, je fais une grossesse, prends Ouais, ton ouais. pour toi. Bah non, aujourd'hui, la santé montre l'inverse. Donc, en fait, ce sont les acteurs différents qui doivent être bien formés. Alors, Hmm. je reprends les acteurs actuellement sur le marché, là, si on est sur du 40-50 ans avec son expérience et son ego un peu surdimensionné de j'ai de l'expérience, bah, il va falloir attendre qu'ils se barrent, qu'ils aillent à la retraite pour laisser la place aux jeunes qui seront plus compétents. Donc là, malgré le pouvoir du médecin en France, en tout cas, s'il est mal formé, on est mal conseillé, ça marche dans tout corps. Alors, la haute autorité de santé a fait du boulot, hein. Donc, il faut aller regarder si des fois la patho, elle est pas mise dessus ou sur l'INSERM. Et là, il faudrait revoir le médecin et dire: «Bah, c'est marrant parce que là, sur la haute autorité de santé, ils ont mis ça, par exemple, eux, comme Hmm. recommandation. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord ou pas avec eux?» Bon, puis, après, bah, faut pas hésiter à changer de spécialiste. Ah ouais, non, ça c'est sûr. Ça, je suis Mais d'accord. pour ceux qui nous écoutent, allez voir la haute autorité de santé. Il y a là, ils ont fait des trucs et si vous voulez plus loin, c'est l'American College, hein, donc la CSM. J'ai acheté de l'année, hein, 11e édition, là, c'est hyper complet sur le sport santé, c'est très, très, très complet. Les Hmm. ricains sont nettement plus en avance que nous. C'est clair. Je Combien de fois on a eu envie de traduire le bouquin, mais ça sert à rien parce qu'il ne se vendra pas beaucoup. Plus un bouquin est épais, moins il se vend. En général, s'il n'y a pas trop d'images, ça va pas le faire. Puis aujourd'hui, il y a ChatGPT, donc je vais demander à ChatGPT ce qu'il en pense. Mais heureusement, j'ai pu écouter une vidéo d'un des créateurs de ChatGPT qui vous dit il récupère tout ce qu'il y a sur Internet, il fait une synthèse et il ajuste à 64%. C'est ça. Donc, il a tort à 66, à 36. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est plus qu'un élève normal. Hmm. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Jérémy Gladys? Non, pas forcément. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de réponses qui ont été apportées. Enfin, moi, là, justement, le sujet est super bien tombé parce que j'étais en train de travailler sur des populations atteintes de cancer. Et du coup, justement, j'étais en train de rajouter dans mon dossier que le VO2 était prédicteur de mortalité. Justement, j'étais tombé sur une étude juste avant comment dire, la masterclass. Je suis tombé sur une étude de 96 du coup, qui évoquait tout ça. Et voilà, enfin, franchement, ouais, je sais pas forcément plus de questions. Jérémy, Mais en tout cas, il y a pas mal de précisions qui ont été apportées. Ouais, Jérémy, tu vas sur la haute autorité de santé. En 2019, ils ont fait un fascicule de 20-24 pages sur le cancer et APS. Tu vas te faire plaisir. d'accord, Ah, tu vas te faire. d'accord. Ah oui, oui, pour ton dossier là, tu vas avoir quasiment tout dedans parce qu'on est en 2023. En 4 ans, il n'y a pas eu de méga révolution. Bon, alors, j'en ai récupéré un il n'y a pas longtemps sur encore cancer et sport, mais là, ce qu'a fait Autorité de santé, tu as des chiffres, des stats et puis des recommandations, hein, avec en prévention primaire, secondaire et tertiaire. Donc, Très bien, merci. ah oui.
Gladys, est-ce que tu as une question? Ah non, non, c'était très intéressant. Merci pour cette intervention, pour les infos partagées et pour la haute autorité de santé. Et Gladys, il faudra du coup, j'en profite, c'est le mec qui laisse passer les infos. Si tu es sur Lyon, peut-être discuter, parce que j'ai des centres de formation, peut-être qu'une intervention ou deux en nutrition, ça pourrait être pas mal. Voilà. Le message est passé, on discutera en privé. À la limite, je vous passerai les contacts si vous voulez. Ouais. Justement, en profiter. Et livreur de pizza, il est dans le coin ou c'est le mec on fait des bisous, là. Alors moi, mon livreur de pizza, il est passé. J'ai grignoté un peu en scred. Vous m'avez vu passer la tête. C'était une pizza végane? Euh, non, il y avait du jambon dedans. Aïe, aïe, aïe. Désolé, Gladys. Tu auras le droit de m'engueuler quand je passe sur Lyon. Je connais pas son alimentaire. Je suis passé végétarien depuis, enfin végétarien. Je mange plus de viande depuis le mois de mars. Écoute, je m'en porte bien. C'est pas un choix. Enfin, c'est pas un choix animalier. J'ai eu envie d'essayer. Il y a des trucs qui m'ont convaincu. Les lectures, aucun manque en fait. Ça va bien. Yes. Bah moi, j'ai réfléchi, mais j'ai du mal à sauter de pas. Le mec, j'ai réfléchi. Et Ah, 3 ans plus non, tard. mais à l'époque, je sortais avec une naturopathe, tu vois, je raconte ma vie. sur la- Mais du coup, j'avais une alimentation quasiment même végane. Ça m'a jamais perturbé, etc. Parce qu'elle avait plein d'idées de recettes, c'est super bon. Depuis qu'on n'est plus ensemble, je suis largué et je sais plus quoi cuisiner, comment cuisiner, qu'est-ce qu'elle faisait pas. Et c'est plus ça le problème que de me dire, ah mince, je vais être végétarien. Non, ça, je m'en tape en fait. Je me suis C'est pas mis juste dans des cases. pas d'idée. Ah, il faut que tu retrouves une végane. Ah ouais. Aide Tinder, recherche végane. Je vais y réfléchir, je vais réfléchir à ça. Allez. Si vous avez plus de questions, je vous propose de conclure ici parce qu'on a déjà largement dépassé. Pareil, comme d'habitude, on va passer la nuit en fait. Donc, je propose qu'on arrête là s'il n'y a plus de questions. Ça marche. Et Didier, si ça t'intéresse de venir parler de ça à la prochaine conférence secret d'entraîneur, on en discutera tout à l'heure. Mais...